Bienvenue ce matin au Forum européen de bioéthique pour discuter de quelque chose qui n'est pas forcément attrayant. Donc, merci de vous être déplacés et de nous suivre également sur Internet. Mais vous allez voir que même les questions qui semblent parfois les plus sombres ou les plus obscures peuvent nous apporter des éléments très éclairants dans notre compréhension de l'individu. Alors, mon corps est-il à moi ? Bon, on ne va pas se mentir, la question, elle sous-entend quand même qu'il y a potentiellement le corps et autre chose. Quelque chose d'autre qui pourrait être aux commandes de cette carlingue. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de se demander, un peu à l'instar du film burlesque, y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est-à-dire, dans certaines circonstances, on peut être amené à se poser la question de savoir si, dans le corps, il persiste encore cette instance, cette fonction qui donne l'énergie vitale, qui donne la volonté, qui donne la conscience au corps. Alors, dans quelle situation finalement on pourrait dire cette sentence qui paraît un peu étonnante quand même de « je ne suis plus dans mon corps ». Bien entendu, quand je suis mort. Où suis-je ? Est-ce que l'individu existe encore ? Est-ce qu'il a encore son identité ? Mais bon, ça dépasse un peu de cette question aussi de la mort, puisqu'il y a des situations intermédiaires. Il y a ce qu'on appelle des états de conscience altérés. Il y a le coma, dont on sait qu'il est de différentes natures ou de différentes profondeurs, dit-on. Mais il y a aussi des situations physiologiques, le sommeil. Quand je dors, est-ce que je suis encore vraiment dans mon corps ? Et je rêve. Que signifient ces rêves ? Est-ce que c'est une activité consciente, inconsciente ? Puis il y a des états intermédiaires dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui, mais les états d'hypnose, les états de dissociation, où on voit bien que le gradient d'être dans son corps n'est pas entre deux couleurs, mais qu'il y a tout un nuancier de l'un à l'autre, et que l'on peut être plus ou moins dans son corps. Typiquement, cette question, à bien des égards, est totalement insoluble. Au sens kantien du terme, elle est métaphysique, c'est-à-dire que nous n'avons aucune possibilité d'y répondre parfois scientifiquement. C'est pour ça qu'on pourra peut-être aussi être amené à se poser la question de la métaphysique, de savoir est-ce que, à des questions auxquelles les scientifiques ne peuvent pas toujours répondre ou pas donner des réponses satisfaisantes, c'est notamment une porte ouverte pour les patients ou pour les familles des patients de se dire mais on ne sait pas ce qui se passe dans ces moments-là, comment est-ce que vous pouvez vous prononcer sur telle ou telle situation alors que parfois les données scientifiques sont manquantes, non pas parce que la science est insuffisante, mais tout simplement parce que consubstantiellement, ces questions-là ne peuvent pas nécessairement être abordées sur un plan scientifique. Pour interroger cette question qui est complexe, qui est importante au vu des tables rondes que l'on a fait sur l'euthanasie, sur bien des situations, j'ai convié 3 spécialistes, 3 scientifiques, mais qui sont également des observateurs humanistes de la société et qui s'intéressent beaucoup aux questions de bioéthique pour essayer de nous éclairer et d'éclairer nos lanternes. Donc tout d'abord, dans un premier temps, je laisserai la parole au professeur Hasselmann, qui est directeur de l'espace Réflexion éthique Grand Est et professeur émérite de réanimation médicale. Puis à Grégoire Moutel, qui est professeur de médecine en médecine légale, droit de la santé et éthique de santé, directeur de l'espace de réflexion éthique de Normandie et membre du comité d'éthique de l'INSERM. Puis également au professeur Lude, qui est professeur de médecine, ancien doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et directeur de l'Institut médico-légal de Paris. Je vais laisser tout d'abord la parole au professeur Hasselmann pour nous donner son opinion sur cette question. Merci beaucoup de cette introduction. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet qui a été très prégnant dans mon activité. Donc j'étais réanimateur médical et une question a surgi pour moi, pendant mon métier, c'était où suis-je quand mon corps est réanimé, en réanimation ? Alors dans un ouvrage intitulé Lazare ou le prix à payer, Joseph Gazenbel, qui est un neuro-réanimateur et qui est psychanalyste en plus, écrivait ceci, une phrase que je vais vous citer. « Les salles de réanimation sont l'un des lieux les plus fous de la planète. On n'y ressuscite pas toujours, mais on y meurt souvent. La pensée
est même menacé d'une rigidification purement technique, qui est une espèce de mort. Alors, la phrase est inquiétante, hein, je vous l'accorde, mais je trouve qu'elle traduit bien ce lieu qui est très particulier, qui est la réanimation. En réanimation, on admet des personnes en détresse vitale, c'est-à-dire atteintes de maladies entraînant des défaillances d'organes qui sont potentiellement mortelles, le cœur, le foie, le rein, etc. Et le pronostic vital est engagé à court terme. La prise en charge de ces patients fait appel à un personnel nombreux, qualifié, et également, surtout peut-être, à de la technicité, en particulier à des systèmes de suppléance d'organes. Chez les malades de réanimation, le niveau de conscience, et on arrive dans le débat, c'est-à-dire la présence au monde, est très variable. Parfois intacte, non altérée par la maladie. Ceci va permettre de parler avec la personne, de l'écouter, de recueillir ses désirs, ses volontés, ses craintes, ses angoisses. On pourra lui expliquer, la faire participer, lui montrer les enjeux des traitements. C'est une partie de la population de réanimation qui n'est pas du tout la majorité. Car souvent, chez ces patients, la conscience est dégradée, plus ou moins. Et parfois, il est très difficile de l'évaluer. Quel est le niveau de conscience du patient, de la personne dont je m'occupe? Par exemple, dans les états végétatifs persistants, que l'on nommait le syndrome état végétatif non persistant, dans laquelle la personne est enfermée dans quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, on ne sait pas exactement où il en est. C'est le cas de M. Lambert, par exemple. Les états de conscience minimale, qui est autre chose, ou alors le locked-in syndrome, que les gens connaissent, qui est plus connu sous le nom de ce livre écrit par Jean-Dominique Baudy, qui en a été atteint, le scaphandre et le papillon. Donc c'est des niveaux, il n'y a pas d'atteinte de la conscience dans cette situation-là, mais la personne est tellement paralysée qu'on ne sait pas où elle en est. Dans d'autres situations, la conscience n'est pas totalement altérée, elle est absente. Alors, ça peut être le cas au cours de maladies, des accidents vasculaires cérébraux, traumatismes crâniens, des méningites, ou alors une intoxication par des médicaments psychotropes, où les personnes n'ont plus le niveau de conscience. Il n'y a rien. On n'arrive pas à rentrer en contact avec eux, qui aggrave la situation et la difficulté. Et dans d'autres situations, ce n'est pas la maladie qui met la personne en détresse de conscience, si je puis dire, c'est la thérapeutique. Il nous arrive de façon extrêmement régulière, quotidienne, de placer des patients dans ce qu'on appelle, on entend dans la littérature, dans la presse, en coma thérapeutique, c'est-à-dire que nous sommes amenés à endormir les gens de façon tout à fait profonde, quasiment par une anesthésie générale, à peu près continue, pendant tout le temps de la prise en charge. Alors à ce moment-là, les sujets sont dans une suprême vulnérabilité. C'est probablement la vulnérabilité la plus extraordinaire qui puisse arriver à un être humain, dépendant de tout, absolument privé de conscience. Il est entièrement dépendant des personnes qui sont là pour le prendre en charge et pour une durée, au départ en réanimation, qui est indéterminée. On ne sait pas combien de temps ça peut durer parce que nous sommes aujourd'hui capables, depuis un petit moment, d'assister les défaillances d'organes, de les suppléer. On fait de la dialyse, on fait de la ventilation, on fait de l'assistance cardiaque au lit du malade maintenant. Il est tout à fait quotidien, courant, d'assister le patient au plan cardiaque jusqu'à aller, par la suite, si on veut, même faire l'implantation d'une machine, d'une pompe intracardiaque, etc. Donc on a la capacité de faire survivre pendant des semaines, parfois des mois, des gens accrochés à des machines de cette façon-là. Alors, le corps du patient est là, il est inanimé, il est immobile, il est muré dans le silence et il est surveillé par toute une batterie d'appareils électroniques. On mesure tout, la fréquence cardiaque, la ventilation, les urines. Il est l'objet des soins
mais il est muet. On ne peut pas rentrer en communication avec lui. Alors pour les soignants et pour les proches, c'est une situation extrêmement difficile, extrêmement particulière, parce qu'il s'installe, quand on regarde ce corps, cette personne, je vais dire cette personne, il y a comme une sorte de dislocation entre le corps du malade, donc qui fait l'objet des soins, attentifs, minutieux, avec les machines, dislocation du corps et de la conscience. La conscience n'est plus là, donc la personne que nous soignons n'a plus de conscience du monde, n'a plus de conscience de soi, et cette conscience semble avoir déserté ce corps sans que l'on sache, à vrai dire, aujourd'hui, précisément, ce qu'il peut encore rester de conscience et d'appréciation du monde dans ces situations-là. Il faut rester, je crois, très, très humble. Même dans des situations prolongées de sédation, nous ne sommes pas à même de dire ce que le sujet a pu ressentir. Et souvent, après, les gens n'en parlent pas. C'est un trou noir pour les personnes, mais restons conscients. Alors, un sujet, une personne dans cette situation-là, est dans une totale dépendance. Totale dépendance, d'abord des fonctions corporelles, puisqu'on assiste toutes les fonctions corporelles. On le dialyse, on le ventile, on assiste le cœur, etc. Mais elle est aussi dépendante des décisions. Les décisions ne sont plus prises par lui-même, puisque la conscience n'est plus là. C'est le soignant qui décide de la durée de son existence, jusqu'à d'ailleurs pouvoir, l'équipe soignante, en accord ou en discussion avec les personnes de confiance, mais jusqu'à pouvoir laisser survenir la mort en interrompant les systèmes de suppléance, quand la situation apparaît désespérée et quand on estime que la poursuite fait rentrer dans l'obstination déraisonnable. Donc c'est nous, les équipes soignantes, avec la procédure qui est maintenant bien établie, Claes Leonetti, qui pouvons décider pour cet autre, cette personne, ce sujet, ce corps, décider d'arrêter. C'est une situation, moi je la qualifie proprement inhumaine. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis là. Je ne dis pas inhumaine parce qu'elle est cruelle, je dis inhumaine parce qu'elle est la création de la technique. Elle n'a jamais été pensée historiquement par les religions, par les philosophies. Ça n'existe pas dans l'histoire humaine, quelqu'un qui est pendant des semaines, des jours ou des semaines, dépendant d'une machinerie, à la merci d'autres sujets, sans conscience. Ça n'existe pas, ce n'est pas humain. Donc je pense que cette situation, on peut même douter que ça puisse exister dans l'espèce humaine, et on peut douter que, au bout d'un moment, que l'esprit puisse même un jour reconquérir le corps quand la maladie sera guérie. On est face à cette situation. Alors on se demande, et c'est la question que je me suis posée dans mon activité, en voyant ces situations, au fond, où est le sujet libre et autonome quand le corps est réanimé ? Qu'est-ce qui reste du sujet quand on est face à cette personne ? Alors, la réponse est cruciale parce que, en fonction de ce qu'on va pouvoir dire, eh bien, la qualité des soins prodigués, à mon avis, va être modifiée. Si le sujet n'existait plus, conditionnel, alors les valeurs morales, finalement, dont il participe, perdraient leur sens et tout pourrait être permis. Poursuivre des soins dans une obstination déraisonnable, les arrêter prématurément, pour quelque raison que ce soit, expérimenter, pourquoi pas, dénier la douleur et la souffrance, si on était persuadé de ça. Si on avait la certitude que le corps est déserté par le sujet, un autre élément important, donc un corps sans sujet, définitivement ou temporairement, il y a un autre élément qui pour moi est extrêmement important,
le soignant, au sens très général du terme, infirmière, médecin, aide-soignante, toute l'équipe soignante, perdrait la force et l'endurance qui lui permettent de tenir. Les valeurs sociales et métaphysiques qui fondent notre intersubjectivité, à ce moment-là, pourraient nous paraître anéanties. On tomberait dans cette rigidification purement technique, cette sorte de mort que décrit Gesengel. On a besoin d'avoir face à soi un sujet pour nourrir notre intersubjectivité. Or, ce que l'on voit en clinique est tout autre. L'équipe médicale et soignante, mais aussi les proches, apparaissent comme obligés, contraints, obligés de faire exister le sujet dans ce corps immobile et silencieux. On ne peut pas faire autrement. On est obligé d'imaginer et de dire que le sujet est toujours là. Le dévouement professionnel, la sollicitude, l'empathie dont témoignent les soignants est vraiment la preuve de ce que je propose ici comme hypothèse. Le soignant a une position difficile parce qu'il est tout le temps au contact de l'autre qui va dépendre de lui. Il est au contact de sa nudité, il voit son visage, sa fragilité, et il se trouve ainsi lui-même confronté à sa propre finitude. Alors il est obligé de rechercher, d'aimer le sujet momentanément absent pour sauver sa propre subjectivité. Pour survivre en tant que sujet face au morcellement du corps qu'il soigne, il va développer, et je crois à son insu, des sortes de suppléances symboliques et imaginaires dans le but de maintenir en vie le sujet de cet autre momentanément absent. Ces mécanismes de survie est propre à l'ensemble des agents impliqués dans le drame, si je puis dire, que ce soit les médecins, les soignants, mais aussi les proches. On peut en avoir une idée quand on lit les recommandations de bonne pratique des sociétés savantes qui gèrent ou qui s'occupent des réanimateurs et des infirmières en général, où il est recommandé toujours une parfaite communication verbale avec le sujet. Il est classique de dire que cette injonction à communiquer avec la personne est là pour préserver l'humanité du malade, sauvegarder sa dignité et inscrire nos actions dans les valeurs soignantes. On peut lire dans les recommandations, en particulier, que la communication verbale est essentielle, il faut expliquer au patient, il faut l'avertir des soins prodigués, y compris chez le patient profondément comateux. On y lit que les termes doivent être choisis, quel que soit l'état de conscience du patient, avec délicatesse, précaution, mais on doit toujours lui parler et expliquer ce que l'on fait. En l'absence de communication verbale, les soignants, nous dit-on, sont incités à communiquer avec la famille, bien sûr, mais aussi à toucher le malade et même à faire rédiger un journal où sont inscrits au jour le jour les événements qui se sont passés pour que plus tard on puisse le remettre au patient pour qu'il ait un souvenir, si je puis dire, de ce qui s'est produit. Alors vous voyez qu'on est très fortement incité à parler au sujet, qui n'est apparemment pas là, mais pour le maintenir ici, il faut lui parler. Alors, parler au sujet, c'est reconnaître son humanité et son lien social d'homme. Le dire reconnaît à l'autre sa double place dans la société pour qu'il n'en soit jamais congédié par la maladie. Mais ce que je pense, c'est qu'au-delà de cette nécessité de la parole adressée, on peut aussi, en même temps, je crois, lire autre chose qui est une sorte d'incantation à l'adresse du soignant, de celui-là même qui prononce la parole, incantation qui va l'assurer que c'est toujours un sujet qu'il soigne et non simplement un corps morcelé. Il y a pour le soignant une absolue obligation de faire survivre le sujet
au-delà de le maintenir présent et de le maintenir présent dans le corps morcelé dont il a la charge. Car seuls les morts ne sont plus des sujets. C'est impératif pour les soignants qu'il y ait toujours un sujet dans le corps. On peut aussi penser ce que l'on retrouve une telle volonté de la part de la famille. La famille est perdue devant l'absence de sujet, elle invente des rituels propres à le faire survivre. Et l'élément que j'ai observé, c'est qu'il pourrait en être ainsi des dessins, des écrits qui sont accrochés, des photos qui sont accrochées au tableau mural au pied du lit, comme des ex-voto face aux patients. À qui s'adressent-ils ces messages, ces écrits, ces photos? Sûrement pas celui qui semble être le destinataire, c'est-à-dire le patient totalement comateux. Il est tellement plongé dans un coma qu'on ne peut pas penser une seconde, et je crois que les familles non plus le savent bien, que ça n'est pas à lui que ça s'adresse. Ces photos de mariage, les photos de l'animal de compagnie, les mots d'amour, etc. En fait, elles sont à l'adresse de la famille elle-même qui, par ce mécanisme-là, fait survivre le sujet dans le corps qui est totalement vide, apparemment, d'une présence subjective. Donc la famille, par ces messages-là, va dire et se dire « il est toujours là ». Et par ailleurs, je crois qu'en observant ces scènes, les photos accrochées au pied du lit, les mots d'amour, sont aussi destinés aux soignants pour rappeler à la personne qui prend en charge ce patient totalement endormi qu'il est un sujet, qu'il est toujours là et que le corps n'est pas vide. C'est une situation qui est courante en réanimation. On voit régulièrement l'obligation pour ceux qui sont autour de faire en sorte que le corps, qui est là immobile, inanimé, dépendant de toute la machinerie, il suffit qu'on arrête une des machines pour que le patient décède, eh bien, nous sommes tous autour avec des processus très imaginatifs, au fond, pour qu'il ne s'agisse pas que d'un corps, mais que ce soit encore une personne avec la double association du corps et de la pensée et de l'esprit. Je vous remercie. Michel Hasselmann, encore une toute petite question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation de France notamment, tous les moyens techniques, financiers, humains, l'éducation qu'on va donner aux soignants, est-ce qu'elle est suffisante pour mettre en œuvre cette réanimation du sujet dont vous parlez? Oui, je crois qu'on peut dire que les services de réanimation, soit médicaux ou chirurgicaux, moi j'étais réanimateur médical, mais on est assez bien lotis. Je crois qu'il faut rester très honnête, on est bien lotis en personnel, en matériel, etc. Il n'y a pas suffisamment de médecins. Ça, c'est vrai que du point de vue médical, on est en difficulté, il manque des postes médicaux. Mais pour faire survivre le sujet dans le corps appareillé, celui que j'essaye de vous décrire, il n'y a pas besoin de moyens extraordinaires financiers. Il faut une éducation, il faut écouter, il faut faire parler les équipes soignantes, avoir des lieux de parole, écouter les familles, et je crois que ça ne coûte pas très cher, ça. Je pense que c'est des questions de volonté des équipes et pas une question financière. Merci. Grégoire Moutel, je vous laisse la parole pour vous exprimer. Merci. Alors, quand on parle de la médecine légale, domaine que je partage avec Bertrand Lude, on a l'habitude de nous qualifier de spécialistes de la mort. J'aime bien citer comme ça, pour détendre un peu l'atmosphère sur un sujet quand même assez pesant, notre collègue Dexter dans les séries télévisées qui dit
le mort va enfin nous parler. Mais je laisserai ceci à Bertrand Lude qui vous traitera cet abord sous l'angle de l'autopsie et médico-légale et de son expertise. Mais au-delà de ça, nous sommes dans une discipline qui a aussi dans son intitulé académique ce qu'on appelle le droit de la santé. Et derrière le droit de la santé, on entend donc le droit des individus. Certes, on voit que ce droit est prégnant dans notre société, mais autour de la mort, eh bien, ce droit existe, fait appel à des normes, à des principes, dont finalement on ne débat peut-être pas suffisamment dans la société. Finalement, c'est quoi le droit sur mon corps mort, le droit à propos de son usage? Et vous connaissez certains domaines vers lesquels je vais essayer de vous faire cheminer, le don d'organes, le don du corps à la science, bien sûr, l'accès à l'autopsie, et puis des sujets peut-être que vous avez entendus à travers les médias, qui est par exemple le devenir des fœtus morts et la façon dont notre société considérait ces corps qui n'avaient pourtant pas donné naissance à une vie au sens légal du terme. Donc finalement, le sujet de la table ronde, où sommes-nous, je l'ai mis au pluriel, quand je ne suis plus dans mon corps, pourrait, à travers ces questions, amener à des réponses effectivement très métaphysiques, très religieuses. Et c'est sous cet angle-là, je pense que je n'aurai aucune expertise à vous apporter, puisque chacun y fera son chemin personnel. Mais ce dont on est assez sûr dans la régulation autour du droit de la santé, c'est que, pour répondre à cette question, on pourrait dire dans la mémoire de mes proches et dans la mémoire des autres. Ce serait un point d'accord collectif, c'est-à-dire que la personne existe donc après la mort à travers les autres. Et puis dans une dimension plus, on va dire, juridique, elle existe dans mes volontés léguées, donc les volontés léguées étant des volontés écrites, mais aussi dans mes volontés alléguées. Et les volontés alléguées, c'est le témoignage des proches, dont on connaît l'importance au sens affectif, mais dont on connaît aussi la fragilité. On l'a vu dans l'affaire Lambert et on le connaît aussi dans les questions de prélèvement d'organes. Donc finalement, la représentation de la personne à travers ses proches est certainement un point d'ancrage intéressant pour nous demander comment notre société régule l'accès au corps mort. Alors, on s'aperçoit qu'on est incohérent de richesse, parce qu'on a plein de modèles sur cet accès au corps mort. Le premier, c'est le modèle du don du corps à la science. Pour donner son don du corps à la science, aujourd'hui, on est sur une approche d'ordre testimonial, alors qui revient à d'anciens principes d'un traité de droit civil de 1956 qui nous disait que la personnalité se perd après la vie, et donc à partir du moment où la personnalité se perd après la vie, les morts ne sont plus juridiquement des personnes. Mais ce traité de droit civil vous dit que vous avez le droit de choisir aussi, par disposition testamentaire, ce qu'on souhaite faire de votre corps. Donc on est sur le consentement explicite. C'est vous qui décidez de faire don de votre corps à la science. Et par ce biais-là, vous vous exprimez par un écrit une fois que vous êtes décédé. Alors il y a toute une procédure que je n'exposerai pas là, mais quand je parlais de ce consentement explicite, il faut aussi en assurer la traçabilité dans la société. Alors, il y a les cartes de donneurs que les gens portent sur eux, il y a des registres dans les centres du corps, mais ceux qui seraient un peu prospectifs diraient « mais ce système est éminemment fragile », parce qu'aujourd'hui, on reçoit des corps dans nos chambres mortuaires dont les proches nous disent « ils souhaitaient donner le corps à la science, mais l'on n'en trouve pas trace », parce qu'il n'existe pas, par exemple, de registre national, comme il peut en exister à l'Agence de la biomédecine pour le don d'organes, il n'en existe pas pour le don du corps. Donc, il y a aussi une fragilité dans notre société de la volonté exprimée. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, puisqu'on est dans le débat sur les lois de bioéthique, en 1998, le Comité national d'éthique, d'ailleurs, recommandait que le don du corps à la science soit géré sur le même mode que le don d'organes, avec un système peut-être un peu plus étatique, un peu plus organisé, mais dont l'intention éthique était importante, c'était de faire que sur le territoire national, quand l'on meurt à Marseille, que l'on fait son don du corps à Lille ou réciproquement, on puisse honorer la volonté du défunt. Donc on est encore potentiellement en perfectibilité, et étonnamment d'ailleurs, cet avis du Comité national de 98 n'a pas été repris dans les lois de bioéthique, et si vous regardez les lois de bioéthique, alors que quand même l'accès au corps mort est un sujet éminemment important,
ce sujet n'était très faiblement traité. On parle beaucoup du don d'organes, mais on n'aborde pas la question du don du corps à la science. Donc voilà sur ce premier exemple. Dans ce premier exemple, on pourrait dire que finalement, la personne est considérée comme esprit, raison, volonté et consentement, et que le consentement, eh bien, a été recueilli quand la personne était vivante. Je rappelle au passage, parce que c'est important de le dire, mais on l'a déjà dit dans d'autres tables rondes, que le corps humain ne fait pas partie de la catégorie des biens, et que, du coup, il a le statut de chose. Mais une chose, on le voit bien, qui quand même confine à la fois à la matérialité et à l'immatérialité. Alors, sur ce premier exemple, on va dire qu'il est globalement en opposition avec le second modèle. Le second modèle, vous le connaissez, c'est celui du don d'organes, où dans un esprit de solidarité, on part du principe que votre volonté s'exprime d'abord à une première valeur collective qui est le consentement présumé. Vous êtes tous consentants présumés au don d'organes. Ça veut dire que la société vous fait parler au nom d'une valeur que l'on est censé tous partager. Après la mort, nous partagerions cette valeur commune qui me va bien. Mais on voit bien que ça tangue aussi un petit peu parce qu'à l'heure où il y a la résurgence de l'autonomie, des libertés individuelles, ce qui est présumé, par définition, peut être considéré aussi comme imposé. Et donc ce principe de la loi Caillavet de 1976 du consentement présumé a débouché progressivement sur l'idée que même si vous êtes consentant présumé, vous pouvez vous opposer. Et là aussi, on rejoint donc du coup la première approche un peu testimoniale. Il y a un registre national des refus où vous pouvez vous inscrire si vous ne souhaitez pas voir vos organes prélevés après votre décès. Et puis on fait appel au témoignage des proches, dans laquelle on a une petite hiérarchie, on y met une personne de confiance qui vaut plus que les autres proches. Donc on voit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ce modèle-là, ce n'est plus que vous qui parlez, ce sont les autres qui parlent à votre place. Et dans ce débat bioéthique classique, si on est dans la notion de respect de la personne, de l'incertitude de ce que l'individu avait pensé, la parole de l'autre a moins de valeur que si on est sûr que celui qui parle était réellement en adéquation avec celui qui n'est plus. Donc il y a des questions autour de la confiance, de la reconnaissance de la personne qui rentre dans le débat. Une petite parenthèse, puisqu'elle est dans mon plan, mais je passerai rapidement, puisque ce sera, je pense, bien mieux traité par le professeur Bertrand Lude après. L'autopsie judiciaire, c'est un cas totalement particulier, où là, vous n'avez rien à dire. La justice immanente, et heureusement dans un état de droit qu'elle a ce pouvoir, séquestre, on pourrait dire, le corps. On dit que le corps est sous séquestre de justice. Vous n'avez plus à vous opposer à l'usage qui peut faire de votre corps. Pourquoi ? Parce que la manifestation de la vérité prime sur votre volonté individuelle. Et heureusement qu'il en est ainsi, sinon combien de personnes s'opposeraient à des autopsies médico-légales pour masquer telle et telle approche criminelle. Donc, vous voyez que là aussi, on est sur un troisième modèle. Et puis, je voudrais finir sur un modèle qui m'est cher, qui est finalement la reconnaissance du corps d'une personne qui n'a jamais été une personne, du point de vue juridique, j'entends. La question des fœtus, ça a été une forme de violence quand en 2005, en plein été, dans la presse, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, on découvre des fœtus au deuxième sous-sol de l'établissement dans des congélateurs. Alors on a dit l'affaire de Saint-Vincent-de-Paul, en fait ce n'est pas une affaire au sens d'un scandale puisque c'est une négligence collective, c'est une non-prise de conscience collective, et puis il n'y avait pas que Saint-Vincent-de-Paul, puisqu'on sait que dans les mois qui ont suivi, les incinérateurs ont tourné dans la plupart des hôpitaux de France. Mais nous n'avions pas pris conscience que les corps des fœtus morts méritaient la même attention symbolique qu'un mort qui avait eu 40, 50 ans ou 70 ans d'existence de vie relationnelle. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter les couples. Pour mes collègues gynéco-obstétriciens dans la salle, ils le savent, il y a des incarnations de la personne symbolique de cet enfant à venir dès le temps de l'échographie. Donc on ne peut pas dire que le corps d'un fœtus mort n'est rien. Et pourtant, le droit le considérait presque rien, puisque le seul texte juridique qui traitait de ce sujet était une circulaire qui disait que si vous pesiez moins de 500 grammes et, et que vous aviez moins de 22 semaines, vous n'aviez droit à aucun rituel, à aucune sépulture, aucune trace mémorielle. Ce texte n'ayant, de mon point de vue, peu de valeur éthique, mais surtout peu de valeur juridique, puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Cour de cassation, dans la mesure où il se fondait sur un texte de l'OMS qui parlait des critères de viabilité.
22 semaines et 500 grammes, c'était des critères de viabilité, contestables d'ailleurs. Alors rendre ça, pas de rituel, au-delà un rituel. Quelle violence pour des parents quand on y pense. Violence parce que si vous étiez à 450 grammes et 21 semaines, vous n'aviez droit à rien, et au-delà, vous aviez droit à quelque chose. Donc notre société a fait un chemin intelligent, me semble-t-il, c'est se dire, alors qu'on n'en est pas sur un statut juridique de personne, et alors qu'il ne faut pas y revenir, sinon ce serait une remise en cause de la loi Veil, trouvons un moyen de consacrer un respect. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit l'enfant que l'on souhaite respecter, mais le projet d'enfant et les parents à travers cela, pour permettre que ces enfants nés en vie soient d'une part inscrits en marge de l'état civil, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas juridiquement, mais ils ont une trace mémorielle, puissent aller dans un carré des anges, comme on dit, ou un des cimetières mémoriels, comme il en existe ici à côté, au cimetière de Shintigheim. C'est un endroit que je vous invite à visiter, parce que ça change les représentations du débat quand on y va et qu'on voit les choses. Et du coup, notre société a trouvé un moyen, voilà, intelligent, de permettre à ceux qui le souhaitent, sans l'opposer à ceux qui ne le souhaitent pas, d'avoir un bon accompagnement de ces enfants nés sans vie. Et vous voyez que, à travers tous ces éléments, finalement, la société ne fait pas parler les morts, mais à l'image des photos qu'exposaient les familles dans les services de réanimation et qu'exposent encore, on est sur, il faut le dire, le mot est peut-être galvaudé, mais la question du respect et de la dignité de ce que nous conférons à l'individu qui a été et qui aurait pu être. Et à travers cela, je pense que c'est une dimension importante pour nous tous, parce que ce que l'on fait à l'autre, on aimerait que l'on fasse à nous-mêmes. Et je finirai, parce que c'est aussi une réalité, de dire que toutes les sociétés qui n'ont pas respecté cette parole du haut mort et cet accompagnement du haut mort sont des sociétés qui ont tourné vers la barbarie. Il n'existe pas, voilà, une société démocratique qui a dérogé au respect du corps mort, et toutes les sociétés non démocratiques y ont dérogé. Voilà un petit peu les pistes de réflexion que je voulais vous soumettre. Grégoire, en vous entendant, il me vient en tête une situation dont on a déjà parlé courant de ce forum-là, une situation un peu exceptionnelle dans laquelle l'individu, le corps est mort, mais il persiste quelque part dans des congélateurs, quelque chose de lui qui reste potentiellement en vie. Et ça peut être le cas des embryons, dans lequel il y a effectivement un projet parental qui ne lui appartient pas seulement à lui, mais également des gamètes. Et ces gamètes, semble-t-il, Jean-Louis Touraine nous proposait peut-être d'ouvrir un petit peu la possibilité d'utiliser ces gamètes après le décès de l'individu. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion bioéthique ? Alors, quand on pose cette question, on a toujours la question préalable, c'est est-ce que vous seriez pour ou contre la question de la procréation post-mortem. J'aime bien citer Jean Bernard qui disait une chose. Il disait, en citant La Fontaine, entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. C'est-à-dire que dans cette question de l'acceptabilité de la procréation post-mortem, il y a déjà une question de temporalité. Il y a incontestablement des couples pour lesquels le projet parental était en cours et où le mari décède, le conjoint décède. Ceci est à distinguer incontestablement d'une autre situation où une veuve viendrait 2 ans ou 3 ans après. Donc, le petit reproche que je ferai à notre ami Jean-Louis Touraine, mais je pense que c'est qu'il n'en avait pas le temps, c'est de décortiquer la complexité. Je pense qu'on a une société qui est trop simple. Donc si on considère que c'est un oui unanime au post-mortem, on ne va pas dans la complexité que je viens d'évoquer. Il y a une deuxième complexité qui est qu'à l'époque, nous avions travaillé avec le CCNE, avec les notaires de France. La question de l'héritage de ces enfants. Un enfant qui naît après le décès de son père, bien sûr qu'on peut être dans l'empathie de dire bien sûr que cet enfant est légitime, et je l'entends et je pourrais le partager. Mais si on dit il est sans droit et par exemple il n'a pas les mêmes droits que ses frères et sœurs déjà nés, on le met dans une situation que la société devra aménager. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais je suis en train de dire que en fait il faudrait se méfier des réductionnismes affectifs de la bioéthique. Le réductionnisme affectif, c'est la demande est légitime parce qu'il y a un désir d'enfant et que ce père y aurait même consenti. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, non pas pour dire qu'il ne faut pas faire, mais pour dire que si on ne va pas dans l'au-delà, on aura des grandes complexités, à mon avis. J'imagine demain, on est un provocateur, un enfant qui se retourne dans les tribunaux en disant « Comment ça se fait que vous m'avez privé d'héritage parental ?» Merci.
Bertrand Lude, bien entendu, on ne peut pas réduire la profession de médecin légiste à l'étude du cadavre, puisqu'on sait bien que vous êtes amené à voir régulièrement aussi en consultation des patients bien vivants. Mais ceci dit, dans l'imaginaire collectif, et c'est probablement tout de même une partie de la réalité de votre activité, on a tendance à dire que le médecin légiste, comme le disait Grégoire Moutal avant, est celui qui fait parler les morts. Alors la question qu'on peut se poser, Bertrand Lude, c'est qu'est-ce qu'un mort peut bien vous raconter? Oui, merci. Question difficile. Je crois qu'il faut reprendre un petit peu et replacer dans le contexte cette activité-là par rapport à la société, par rapport aux familles aussi des défunts. Nous n'agissons que à la demande des autorités judiciaires, procureurs, juges d'instruction, c'est-à-dire que nous ne pouvons intervenir sur le corps uniquement par cette décision judiciaire, sinon nous serions hors la loi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le défunt, le corps du défunt est protégé par la loi. Clairement, il a un devenir, il y a un certain nombre d'éléments, d'actes que nous pouvons faire, de l'intervention également des pompes funèbres, mais ceci est clairement régi par la loi. Donc, quelles sont nos missions? Le magistrat, devant un décès qui paraît suspect, va nous demander, d'une part, de déterminer les causes de décès, d'autre part, de préciser les circonstances de décès, sachant que pour lui, l'important, c'est de savoir s'il y a eu un tiers qui est à l'origine du décès, pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir protéger la société, et d'autres questions ensuite annexes, surtout pour essayer de déterminer quel est le délai entre les faits et le décès, un petit peu pour approcher l'agonie. C'est les questions majeures que se pose le magistrat et qui va nous poser quand nous réalisons ces actes. Alors, il a à sa disposition un certain nombre de moyens. Nous pouvons en discuter avant quand nous l'avons au téléphone, mais il s'agit soit juste d'un examen externe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une dissection du corps, soit une autopsie médico-légale, soit les examens complémentaires et notamment l'imagerie post-mortem qui permet d'avoir un certain nombre de renseignements, voire de diagnostics qui pourraient éviter que nous ayons à recourir à l'autopsie, et ceci est très important. Nous avons à reconstituer un petit peu les derniers instants de cette personne qui a été victime de violence et qui va décéder. Et ceci est important, et c'est là peut-être où les personnes disent que nous pourrions faire parler les morts. Non, on leur rend un petit peu la parole puisqu'on va reconstituer ces derniers instants. Et ces derniers instants seront ensuite confrontés aux déclarations des auteurs ou des témoins pour voir ensuite dans la procédure s'il y a eu effectivement crime. C'est la partie qui est tout à fait essentielle. Bien sûr, cette intervention sur le corps doit obéir, je l'ai dit, à la mission, mais également à un protocole qui est précis. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas intervenir de quelque façon que ce soit. Il y a un protocole, soit d'examen externe, soit d'autopsie, qui est clairement défini et que nous devons suivre, et fait excessivement important que je souhaite rappeler, alors ça tomberait peut-être sous le sens, nous sommes tenus, nous avons l'obligation de par la loi de procéder à la restitution tissulaire après les opérations médico-légales. Il faut absolument que cette restitution tissulaire soit faite pour que le corps puisse être ensuite présenté, habillé aux familles et avoir de nouveau son apparence, j'allais dire, avant les faits. Alors tout dépend des faits, certes, mais c'est une obligation. Alors, quand je vous parle un peu d'autopsie, d'examen externe, nous sommes dans la partie technique. Mais il faut bien savoir qu'il s'agit d'une souffrance pour les proches, une souffrance pour la famille. On leur confisque le corps. Clairement, le corps est sous séquestre. Ils n'ont plus accès au corps puisqu'il est mis dans un endroit où ils n'ont pas accès. Alors, on module, mais clairement, ils le vivent comme cela. Les proches ne savent pas forcément comment les faits se sont produits, ont des interrogations très importantes et ne trouvent pas forcément réponse à leurs interrogations. Ils ont les services de police à leur disposition, le parquet, mais bien sûr, dans les cas de décès suspects, l'expression de ces corps seront très réduites et ils n'auront pas d'explication par rapport aux défunts et devront attendre que les opérations médico-légales soient finies pour avoir, avec l'autorisation de procureur, accès au corps. Et cette période-là est insupportable. Donc, je veux dire, il y a lieu de réaliser ces opérations médico-légales dans un temps relativement court, justement pour permettre aux familles de pouvoir reprendre le corps et d'organiser les funérailles. Donc, c'est quelque chose d'important et nous sommes tenus, certes avec l'autorisation des magistrats, nous sommes tenus également, pour les familles qui le veulent, de les recevoir pour pouvoir répondre à ces questions.
Et la question qui revient, certes, sur les faits, nous restons relativement discrets dans la mesure où la procédure les retrace, mais surtout la question, c'est de savoir est-ce que le proche a souffert. C'est une question qui est pratiquement unanimement produite. Donc c'est important par rapport à nos observations de pouvoir éclairer un petit peu la famille et par rapport aux organes touchés, de pouvoir, de ce côté-là, leur apporter un apaisement. Donc là, il s'agit d'une empathie que nous devons avoir par rapport aux familles et la demande des proches est souvent très, très, très violente. Donc nous avons mis en place l'accueil de ces familles par des psychologues cliniciennes qui, lors de la présentation des corps, prennent en charge les familles en respectant un certain nombre de phases pour que les familles puissent se rendre compte que le proche n'est plus là. Il s'agit toujours de situations violentes qui n'étaient pas prévues et donc d'une minute à l'autre, je veux dire, ils sont privés de leurs proches. Donc il s'agit de nouveau de leur faire comprendre que le proche n'est plus là par un certain nombre, je veux dire, d'étapes avant de leur rendre ce corps-là. Donc ce sont des situations quotidiennes et qu'il faut bien intégrer qu'elles font part de la prise en charge du défunt que nous prenons au quotidien, ou que nous faisons au quotidien. Et à côté, certainement, de la mission technique, de l'éclairage au niveau des magistrats, qui est donc la mission principale que nous avons, qui nous est confiée, il ne faut pas oublier cette mission au service de la société par rapport aux proches, par rapport aux familles, et les familles qui ont été reçues, qui ont vu en présentation le corps avant les obsèques, avant que le corps soit restitué, mis en bière, donc dans un cercueil. Les familles qui ont pu être reçues sont apaisées lorsqu'elles viennent pour se recueillir auprès du défunt mis en bière et l'accompagner ensuite dans sa dernière demeure. C'est important et on le voit. Et souvent, nous sommes amenés, comme dit, à proposer aux magistrats d'utiliser ou de faire appel aux nouvelles technologies. Pour nous, ce n'est pas des nouvelles technologies, mais elles sont appliquées à la médecine légale. Donc, ce sont les technologies qui sont appliquées en clinique humaine habituelle, donc l'imagerie post-mortem, l'angiographie qui nous permet, nous, de pouvoir faire des diagnostics tout à fait précis, notamment en matière d'accident vasculaire cérébral, en matière d'infarctus du myocarde, pour d'autres raisons médicales qui ensuite nous permettent, nous, de remplir la mission en disant aux magistrats, monsieur le procureur, monsieur le juge, nous avons le diagnostic de décès. C'est un décès d'ordre médical. Nous pouvons écarter, par notre examen externe, l'intervention d'un tiers. Donc, vous pouvez signer le permis d'inhumer et nous pouvons rendre ce corps à la famille très, très rapidement. Après, il faudra qu'ils organisent les obsèques. Mais de notre côté, pour mettre fin à notre mission et justement lever ce séquestre du corps. Et ça, c'est très important. Et ceci prend vraiment de l'importance actuellement, j'allais dire, toujours pour des affaires qui ne sont pas criminels, pas des homicides, puisque dans les affaires criminelles pures, nous allons de toute façon vers l'autopsie médico-légale, même si nous avons des examens complémentaires, puisque là, l'enjeu est particulièrement important, puisque nous aurons à décrire nos travaux devant la cour d'assises et que l'importance est actuellement, je veux dire, de taille et nous devons pouvoir aller jusqu'à l'examen macroscopique des lésions. Voilà un petit peu mon propos, les deux éléments, le côté technique pour les magistrats et le côté vis-à-vis des familles, et les deux doivent être menés, j'allais dire, en bonne intelligence, mais en même temps, ce qui fait peser à la technique souvent une pression qui est importante, notamment quand il s'agit de catastrophes ou d'afflux de masse de sujets décédés, où ces deux missions s'entrechoquent un petit peu et qui peuvent donner lieu à des souffrances collectives et leurs manifestations par voie de presse. Merci. Non, ce n'est pas une histoire d'applaudie. Bertrand Lude, c'est vrai qu'aujourd'hui, le corps du cadavre n'est plus aussi visible que peut-être dans des sociétés plus anciennes, ou en tout cas, voilà, il est dans un cercueil, on y accède moins, on le voit moins facilement. Les enfants, souvent, sont très épargnés jusqu'à l'âge adulte. Alors après, dans la société, il y a les médecins. Les médecins, on est tous amenés à voir effectivement des corps sans vie ou alors des corps dans des situations un peu intermédiaires. Ça nous modifie un petit peu dans notre rapport au corps, dans notre rapport à l'être humain. Mais vous êtes encore dans une situation un peu différente. Non seulement vous en voyez régulièrement, parfois vous voyez aussi des corps, j'imagine, qui sont d'abord anonymes, dont on ne sait pas à qui ils appartiennent dans un premier temps, ou à qui ils appartiennent, ou à qui ils étaient. Et on a quand même envie de vous poser la question de savoir si, est-ce que ça vous a changé? Est-ce que ça change le rapport
à l'être humain même en vie, ou est-ce que ça change un rapport au corps et effectivement à cette notion de dignité dont on a parlé, du sujet dans les services de réanimation, où finalement la différence entre les deux cas, c'est que dans un cas, le système vasculaire semble encore être efficient. Voilà, donc c'est sûr, ce sont des professions qui interrogent la société, qui interrogent le public, dont on s'intéresse particulièrement. Alors Aurélien, c'est fantastique parce que Julien, du point de vue sémantique, vous parliez du corps du cadavre. C'est excellent. Donc on va réfléchir là-dessus. Non, mais je crois que ce qui est important pour nous, c'est cette dignité du sujet. Et vous l'avez bien souligné, dans l'identification des corps, à peu près dans l'Institut que j'ai l'honneur de diriger, nous accueillons par année à peu près 450 personnes sous X, donc qui ne sont pas identifiées. Et je crois qu'il est tout à fait essentiel de rendre la dignité à ces personnes, à ces défunts, par leur identification. Donc on met en place un processus qui permet de les identifier et de pouvoir les rendre non seulement peut-être à leurs proches, s'il y a des proches, mais surtout aussi à leur groupe humain, au groupe culturel auquel ils appartiennent pour qu'ils puissent avoir des obsèques et une sépulture qui soit en accord avec les différents rites que nous avons à côtoyer. Donc ça, l'identification est importante et cette dignité du défunt, cette dignité ensuite du corps du défunt est importante et présente lors de tous les actes médicologiques que nous avons à faire, et donc la restitution du tissulaire et ensuite la restitution du défunt à la famille. Donc je crois que c'est essentiel, mais il faut bien se rendre compte que l'identification d'un corps fait partie de cette restitution de dignité par rapport à la personne qu'il était. Alors, je suis désolé, ça inspire quand même un certain nombre de questions. Souvent, la chronique est défrayée d'histoires où on a une exhumation d'un corps, alors que ce soit pour une recherche de paternité ou pour des raisons criminelles. Et je voulais savoir un petit peu, j'imagine que tout ça est très réglementé, que ça ne doit remplir un certain nombre de conditions. Et je voulais savoir un petit peu quelles étaient ces conditions et dans quelle situation est-ce que vous observiez cela. Donc habituellement, les exhumations sont toujours demandées par un magistrat et elles sont faites habituellement pour des affaires criminelles. C'est très rare qu'elles aient lieu pour des affaires civiles dont on peut parler, mais vraiment c'est l'aspect criminel et donc là, la famille ne peut pas s'opposer, comme toujours pour cette exhumation. C'est quelque chose souvent de nouveau qui est vécu douloureusement puisque la personne reposait en paix et voilà que l'affaire rebondit, que le corps est de nouveau extrait pour subir une autopsie médico-légale. Mais dans certaines affaires criminelles, il n'y a que cette façon-là pour avoir des éléments de preuve. Les familles sont en relation avec leurs avocats quand ceci se passe et donc ils ont des informations aussi bien par le magistrat qui reçoit souvent les familles que par les avocats pour expliquer un peu le bien fondé et les raisons de cette exhumation et les éléments de preuve que nous voulons trouver. Voilà, donc c'est important. Dans ce cadre-là, nous recevons très rarement les familles dans la mesure où souvent la restitution tissulaire est beaucoup plus difficile et que nous essayons le plus rapidement possible de réinhumer le corps. Alors j'ai une dernière question, puis après je laisserai plutôt peut-être le public vous embêter, mais vous avez dit avant qu'effectivement dans votre activité, vous étiez mandaté par le juge. Ce qui pose la question, alors aujourd'hui on est relativement confiant parce qu'on vit dans une démocratie, parce qu'il y a des droits du citoyen, etc. Mais où se situe la clause de conscience, par exemple, dans le domaine de la médecine légale? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez le droit de refuser de pratiquer une autopsie? Est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà rencontrées ou que d'autres confrères à vous ou consoeurs à vous ont déjà rencontrées? Alors, je veux dire, c'est un petit peu comme tous les actes médicaux. On peut refuser pour un certain nombre de raisons, soit au niveau technique, parce qu'au niveau technique, ça peut dépasser notre formation, ou alors parce qu'on connaît la personne, ou on a partie liée avec les proches. Donc, il s'agit vraiment là de causes où un expert peut donc se déporter pour faire sa mission. Mais c'est vraiment en matière d'expertise, nous rejoignons un peu d'autres formes d'expertise. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Mais encore une fois, on s'adresse au magistrat et on le dit très rapidement pour qu'il n'y ait pas de délai et pour qu'un autre confrère puisse reprendre les choses en main. Merci. Peut-être on peut maintenant passer la parole au public, comme c'est souvent le cas dans cette table ronde. Et comme j'ai le micro, je vais en profiter pour poser la première question. Mais Grégoire, tu as utilisé beaucoup le terme de donner son corps à la science. Ma question est simple, est-ce que la science a encore besoin de corps?
Et si oui, pourquoi, comment, et dans ce contexte-là, comment est respectée la dignité de ce corps? Alors, la question qui est posée, c'est celle autour un peu de l'utilitarisme de ce qu'a été la médecine. J'évoquais tout à l'heure Saint-Vincent-de-Paul et mon propos n'est pas de décrier des collègues éminemment brillants et compétents dans le domaine de la science, mais quand on a posé cette question aux gens qui gardaient des fœtus de pourquoi gardez-vous, certains gardaient parce qu'il y avait des vraies séries scientifiques, des vrais projets sur certains corps qui étaient importants, y compris pour les parents de ces enfants décédés, d'expliquer les causes du décès, parce qu'il y a aussi de l'autopsie en fœtopathologie. Et donc, il y avait un intérêt à la fois médical et scientifique. Et dans ce corpus-là, quand on donne ou qu'on accepte que le corps soit utilisé par les médecins et les scientifiques, c'est qu'il y a une finalité utile pour l'individu et la collectivité. Donc oui, il y a des indications. Dans la question des centres de don du corps, c'est directement en lien avec les écoles de chirurgie, donc l'apprentissage de la chirurgie a encore besoin des corps. Alors j'y rajouterai, même si les nouvelles technologies, les laboratoires de simulation aujourd'hui sont en évolution et que nos collègues chirurgiens et anatomistes se posent la question qui est posée là en disant comment ça va évoluer dans les années en termes de proportion. Donc on aura peut-être moins besoin des corps qu'aujourd'hui, on peut le penser. Mais de dire qu'on n'en aura plus besoin n'est peut-être pas forcément souhaitable parce qu'il y a aussi une autre dimension dans l'enseignement. Je pense qu'au-delà du rapport à l'anatomie, c'est aussi le rapport à la mort. Nos étudiants en médecine, c'est un des premiers temps et des fois un des seuls temps où ils côtoient la mort, ce temps autopsique, scientifique ou médico-légal. Et tous les propos que nous avons partagés avec Bertrand Lude autour de la dignité, de le respect, de l'éducation, de ce qu'est un futur professionnel de santé, eh bien, c'est une forme d'utilité qui me semble encore noble. Ouais. Alors après, pour revenir au collectionnisme, il y a un drame médical, encore aujourd'hui, c'est qu'on garde des éléments et produits du corps humain, voire des fœtus, dont on ne connaît pas vraiment l'utilité, et ça, c'est le collectionnisme hérité du 18e et 19e siècle. Vous vous rappelez ces belles effigies de médecins avec derrière, on était meilleurs médecins parce qu'on avait, surtout quand on était gynéco-obstétricien, Israël, le plus nombre de pots de formol avec des enfants... voilà, dans des états qui, d'ailleurs, à un moment donné, pouvaient quelque peu inquiéter les patients en face. Mais la science s'affichait à travers le collectionnisme, voilà. Et ça perdure. Aujourd'hui, on peut légitimement, et c'est d'ailleurs des travaux qui ont lieu à l'Agence de la biomédecine, de se demander, toutes ces collections d'échantillons biologiques ou autres, est-ce que vraiment il y a une utilité? Alors, je vais être positif pour rassurer le public, ça va de mieux en mieux. De plus en plus, aujourd'hui, on interroge la finalité de la conservation. Une question par là. Oui, François Paris. Je voudrais demander à Michel Hasselmann, j'ai bien aimé ton questionnement sur quand faut-il débrancher le malade finalement, en gros. En tant qu'ancien chirurgien transplanteur, je me suis souvent posé cette question lorsque on va prélever les organes. Ça se fait souvent dans un contexte d'urgence. Et je me suis souvent posé la question que tu as posée, est-ce qu'on peut prélever un comateux et est-ce qu'on ne fait pas une connerie en le faisant? Et ça, quand on arrive pour prélever des organes chez un coma qu'on pense être dépassé, la loi, c'est... La loi, c'est 2 EEG plats à quelques heures d'intervalle, 2 autorisations de médecins assermentés. Bon, le questionnement est réduit au minimum quand on prélève des organes chez un comateux. Et on est là, tous les prédateurs, le chirurgien viscéral, le chirurgien cardiaque, le chirurgien pulmonaire, à prélever les organes. Je me suis souvent posé la question que tu as posée, est-ce qu'on fait bien? Oui, je voudrais quand même... je comprends la difficulté des chirurgiens préleveurs. J'en connais beaucoup, je connais les situations, c'est épouvantable finalement. C'est-à-dire vous arrivez sur un corps mort,
Et comme tu le dis, chacun va prendre par ordre chronologique qui prendra d'abord le poumon, les reins, et puis le cœur à la fin, etc. Et puis ce qui termine, ce sont les malheureux préleveurs d'os qui arrivent à la fin et qui... c'est épouvantable. C'est difficile à supporter. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est que, contrairement à ce que tu dis, on ne prélève pas les organes chez un comateux. On ne peut pas dire ça, je veux dire, il ne faut pas dire ça. Les personnes que l'on prélève sont mortes. Elles sont en mort encéphalique, donc elles ne sont plus comateuses. Alors, quand on dit un coma dépassé, c'est un terme qui est ancien, le coma dépassé, ça date des années 62-63, c'est un terme qui est ambigu, parce qu'on pense que c'est un coma. Et il est dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut parler de mort encéphalique. Aujourd'hui, on prélève les organes sur des morts. Alors, il y a la mort encéphalique, l'accident vasculaire cérébral. On attend d'avoir la certitude que le sujet est mort. On a les EEG, mais on a aussi l'angiographie cérébrale qui va montrer l'arrêt de la circulation. Ou alors maintenant, il y a d'autres techniques, d'échographie transcrânienne, etc., qui vont permettre de montrer que la circulation est arrêtée. En France, les légistes le confirmeront, enfin tout le monde le sait, en France, la mort, c'est la mort cérébrale. Donc on prélève sur un mort cérébral. Et quand on fait un prélèvement, il y a une autre méthode qui est le prélèvement sur personne à cœur arrêté, eh bien, le cœur est reparti, le cerveau n'est pas encore mort, mais on va arrêter et on prélèvera quand le cerveau sera détruit. Alors il y a une situation qui arrive maintenant qui est difficile, c'est ce qu'on appelle le Maastricht 3, c'est-à-dire on va prélever sur des arrêts de traitement, ça c'est plus difficile. Hein. Mais je crois que, je pense que le seul message que je peux donner là, c'est juste de corriger cette idée qu'on va prélever sur un comateux, on prélève sur un mort, ce qui n'enlève rien du tout à la difficulté, hein, c'est très difficile, etc. Mais ce sont des morts. Mais Michel Salman, juste pour préciser, peut-être que ça va vous paraître un peu bizarre comme question, mais c'est pour éclairer le public, il n'existe pas de situation dans laquelle un état de mort cérébrale est réversible. Par définition, non. Non. Quand le cerveau est mort, ça meurt vite un cerveau, hein. C'est 3-4 minutes et puis le décès survient. Quand on voit en autopsie, justement, avec les collègues qui sont ici, dans le temps, on faisait beaucoup d'autopsies à Strasbourg. Moi, en tant que médecin de réa, j'ai vu, je ne sais pas combien d'autopsies, parce que pratiquement toutes les personnes qui décédaient en réa, on les autopsiait. Quand une personne est décédée et qui est en mort encéphalique et qu'on peut maintenir une personne en mort encéphalique, je ne sais pas si c'est encore une personne, non, plus personne, hein, monsieur les juristes, un corps, on peut maintenir un corps en mort encéphalique pendant 3 ou 4 jours. Si on ventile, si on perfuse, si on donne les drogues qu'il faut, on peut maintenir. Et à ce moment-là, si vous faites l'autopsie après 4 jours, mettons, de mort encéphalique, le cerveau, c'est le cerveau d'un mort de 4 jours. Il est, pas comment on peut décrire ça, mais on peut demander à M. Lude et à Moutel, qui en ont vu plus que moi, mais c'est le cerveau d'un mort. Donc non, je crois que mort encéphalique, il n'y a pas de réversibilité. Et peut-être juste encore, pour aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être nous parler des quelques cas dont on a entendu parler, qui peut-être, pour le public, peuvent laisser croire que c'était une situation de mort encéphalique où les personnes sont revenues. Je pense, voilà. À qui vous pensez là, il y avait cette histoire qui avait défrayé la chronique d'une larme m'a sauvé. Je peux en parler beaucoup puisque ça s'est passé dans mon service. Quand il y a eu l'affaire que vous connaissez tous, une larme m'a sauvé, la personne en question était dans mon service et j'étais chef de service. J'ai d'ailleurs été, injurié sur les réseaux sociaux anonymes. Hein. J'étais un type horrible, je prélevais des gens qui n'étaient pas morts. Enfin, c'était un truc. Mais on ne nous a jamais demandé à nous ce qu'il en était. Jamais. On ne m'a jamais demandé de raconter l'histoire. La personne en question, il n'avait jamais été question de la prélever. Je dis pas qu'il y a eu, je ne défends pas le service, il y a eu des paroles qui ont été malheureuses. Et justement, là, ce que je disais tout à l'heure, on ne doit pas parler, dire des choses devant un sujet qu'on le pense même profondément endormi, profondément comateux. Et là, ça a été fait dans le service, il y a eu des propos qui ont été indignes, ça je peux le dire. Mais il n'avait jamais été question de prélever cette personne. Simplement, elle avait
une situation clinique, on peut en parler puisque c'est dans le domaine public, la situation clinique était très particulière, c'était un tableau clinique rarissime qui était une sorte de locked-in syndrome, c'est-à-dire de syndrome de désafférentation, mais à un niveau anatomique encore plus haut perché dans le tronc cérébral, ce qui faisait que cette femme, sur une maladie virale, c'était tout à fait banal, dont elle a guéri, elle était totalement paralysée. Absolument. Elle ne pouvait même plus bouger les yeux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Comme dans le locked-in syndrome, où on arrive à faire dire oui ou non en bougeant les yeux, ça marche encore. Dans cette affection-là, pourtant un peu barbare, elle ne bougeait même plus les yeux. Donc on était devant une personne tout à fait immobile, mais on n'avait aucun argument pour dire qu'elle était en mort encéphalique. Les angiographies, le scanner, l'IRM, tout ça était, je pourrais dire avec un terme vulgaire, nickel, normal. Donc il n'était absolument pas question de la prélever. Le problème qui s'est posé à cet endroit-là, c'est que dans le service, précisément, eh bien, on n'a pas respecté ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire, on n'a pas pensé qu'on était toujours devant un sujet. On a considéré que le sujet n'était plus là. Et c'est ça l'erreur. Mais on ne l'aurait jamais prélevé. Et alors, elle a quand même guéri à terme. C'était grâce au travail de tout le monde. Oui, bonjour. Donc, le sujet a été pas mal abordé déjà, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, du point de vue médical et du point de vue légal, quelle est la définition de la mort. Parce qu'on a quand même en mémoire des cas où ce sont les pompes funèbres qui s'aperçoivent que la personne respire encore très lentement. Théoriquement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, normalement, le diagnostic de décès est fait par un médecin qui est appelé au chevet d'une personne qui doit être décédée. Donc, il a un certain nombre de critères pour affirmer le décès, c'est-à-dire que les fonctions vitales ne sont plus présentes. Donc, il y a un certain nombre de fonctions vitales qu'il va explorer. Et théoriquement, à ce moment-là, si les fonctions vitales ne sont plus là, il va pouvoir déclarer l'individu décédé. Donc normalement, les pompes funèbres ne devraient pas jouer ce côté-là, surtout qu'elles interviennent quand même assez longtemps après ce diagnostic de décès, qui est un diagnostic médical. Alors certes, il y a des situations peut-être difficiles, mais à ce moment-là, quand les situations difficiles, les secours sont également appelés, d'habitude sont appelés avant le médecin qui va faire ce constat de décès, et les services de secours vont réaliser toute la réanimation possible et vont donc faire hospitaliser le patient. Donc on avait ceci dans des situations de grande hypothermie, dans des situations de certaines intoxications, notamment à l'époque barbiturique. Donc il y a des situations où effectivement il est difficile au chevet d'une personne de déclarer le décès, mais ensuite elle est prise en charge par les secours et normalement évacuée. Donc je veux dire, quand vous avez, ce type de situation, il faut vraiment savoir quand, où, comment et la référencer à ce moment-là. Et sur la première partie de la question, juste une petite précision sur la définition de la mort. L'Homo sapiens, c'est le seul animal de l'ensemble du règne animal qui meurt lorsque son cerveau meurt. Donc c'est pour ça qu'on peut prélever éventuellement des organes si tous les consentements ont lieu. Et juste cette petite information, parce que sur un plan philosophique et sur un plan bioéthique, ça nous apporte aussi des éléments importants que de savoir que la vie ou la mort d'un individu tient effectivement à l'activité de son cerveau, puisqu'a priori c'est le lieu de la conscience. Alors là aussi, c'est quelque chose qui peut peut-être se discuter et qui est particulièrement importante quand on parle de « où suis-je quand je ne suis plus dans mon corps ?» Alors je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut réagir également. Parce que là, justement, quand vous dites ça, que la conscience est dans le cerveau, et donc quand le cerveau est mort, on peut prélever les organes, c'est vrai chez nous, c'est pas vrai au Japon. Au Japon, c'est faux. C'est-à-dire qu'au Japon, la conscience n'est pas dans le cerveau, elle est dans le cœur. C'est-à-dire la personne, l'âme est dans le cœur. Et donc au Japon, il n'y a pratiquement pas de prélèvement d'organes, ou très peu, enfin maintenant ils s'y mettent. Donc vous voyez, il faut faire attention. On a dit, pour nous, c'est entendu de cette façon-là, tout se passe dans le cerveau, très bien, c'est comme ça chez nous. Mais c'est pas généralisé. Donc où est la conscience ?
Je vous renvoie la question. Vous êtes neurologue, donc dites-nous la conscience. C'est pour ça que je répondrai que sur un plan... Alors, on est tous ici, nous sommes tous des croyants. Alors, on n'est pas des croyants religieux, mais on est des croyants dans la science, on va dire. Et je pense qu'au Japon, il y a des études, il y a des équipes de médecine qui sont à la pointe de la modernité. Et je pense qu'effectivement, il y a la croyance traditionnelle qui est extrêmement importante, la croyance culturelle. Ceci dit, je ne pense pas que les équipes médicales du Japon aient trouvé particulièrement une activité synaptique qui pourrait correspondre à de la conscience. Donc, à cette réponse-là, le neurologue que je suis peut bien évidemment étayer, étoffer la réponse pour dire que la conscience se situe de manière extrêmement complexe, pas dans une aire du cerveau, mais répartie de manière très importante à l'ensemble du cortex. Du cerveau, par contre, qu'après, oui, on parle souvent de cerveau digestif, etc., etc. On n'est pas du tout dans le registre de la conscience. Mais bien évidemment, les aspects culturels, c'est ce qu'on a dit avant, hein, les aspects culturels, ils sont parfois aussi pour la famille. Ils sont parfois pas forcément, hein, c'est comme les photos qu'on laisse devant les lits. Bien entendu, c'est pour humaniser l'individu, et humaniser l'individu, on n'est pas forcément dans de la science, on est dans une science humaine qui est encore bien différente. Oui, je dois dire que j'ai été très touchée de la façon dont vous avez parlé du respect du corps et de la façon dont on doit parler face à des personnes qui sont inconscientes. On a l'impression qu'elles ne sont plus là, mais comme vous parliez de cette dame qui a écrit ce livre sur une larme m'a sauvée, en fait, bon, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu une mort imminente et qui ont parlé de leur expérience. Est-ce que vous êtes intéressé à tous ces témoignages de personnes? Oui, je connais assez bien la littérature sur la mort imminente, le syndrome de mort imminente, l'état de bien-être, la façon de voler au-dessus de la situation, le tunnel lumineux que les gens décrivent. Il y a de la littérature là-dessus. Il y a aussi des travaux scientifiques qui ont été faits, robustes. Hein, on les trouve dans la littérature. Personnellement, je n'ai jamais vu, entendu dans toute ma carrière quelqu'un nous raconter ça. Alors c'est probablement de notre faute, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été chercher ce témoignage, c'est peut-être de notre faute. Il y a un des professeurs de l'Université de Strasbourg qui a été ton patron, le professeur Jean-Claude Othény, qui maintenant est décédé, a fait une thèse d'éthique donc en théologie, je crois, là-dessus, sur ce sujet-là. Elle est très instructive, sa thèse. Hein. C'est des écrits tout à fait forts, pertinents, puissants. On peut expliquer ce phénomène. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Est-ce qu'on est déjà aux portes du royaume des cieux? Est-ce que c'est déjà Dieu qui nous appelle, etc. Je ne veux pas discuter de cela parce que je ne sais pas répondre à ça. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que le phénomène en question, on peut le reproduire techniquement. Actuellement, on sait le reproduire en stimulant certaines zones du cerveau. Ça a été fait par des gens... Je peux vous en donner une expérience, puisque moi, j'ai effectivement déjà vu des patients dans ce type de situation, dans les services de neurologie. Alors moi, j'en ai vu une, mais la littérature montre d'autres situations. Je me garderai bien de vous donner une interprétation ensuite. Hein. Mais il y a ce qu'on appelle, dans l'exploration de certaines épilepsies, on va faire ce qu'on appelle une stéréo-électroencéphalographie, c'est-à-dire que l'on va introduire dans le cerveau des patients des électrodes qui ont à la fois la capacité d'enregistrer une activité électrique, mais également de produire une activité électrique, l'objectif étant de délimiter au mieux une zone à l'origine de l'épilepsie qui potentiellement peut faire l'objet d'une opération chirurgicale. Ça donne lieu à des stimulations, et je me souviens d'une patiente, en l'occurrence, chez qui donc, on allumait l'électrode, le troisième plot de la 8e électrode, on appuyait sur le bouton de stimulation, expérience de mort imminente. On arrêtait, ça s'arrête, on rappuie à nouveau. On fait hop, hop, on, off, on, off. On avait vraiment la capacité de produire cette sensation de tunnel, cette sensation de lumière.
Je me garderai bien de l'interprétation parce qu'après, on est dans un registre qui est plus métaphysique. Et une fois de plus, comme on l'a dit en introduction, la métaphysique ne peut pas se discuter sur un plan scientifique. C'est rigoureusement impossible. Mais en revanche, tout simplement, quand on disait que c'était potentiellement reproductible, c'est pas seulement dans la littérature. Moi, je vous parle d'une situation que j'ai vécue dans le service d'épileptologie d'Haute-Pierre. Et c'est des situations que les neurologues connaissent régulièrement. Et d'ailleurs, dernier point, cette même stimulation, elle existe chez des patients qui sont épileptiques, c'est-à-dire qui ont à un moment donné une décharge d'activité très focale au niveau du cerveau. Et pour peu que cette décharge ait lieu dans cette région-là, il y a une sensation, on appelle ça de éotoscopie, c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression de sortir de son corps et de se voir par au-dessus. Mais bon, je vous rassure, il y a de très nombreuses autres manifestations qui peuvent être aussi variées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, mais ce qui est intéressant, c'est dans cette situation-là, c'est... Je ne parle pas du mécanisme lui-même, enfin du processus, c'est la façon dont l'homme a besoin de ça. C'est-à-dire il y a des groupes dont je fais peut-être aussi partie. On a besoin d'essayer d'espérer en quelque chose. Alors je pense que cette histoire de mort imminente, c'est aussi une manifestation de l'espérance humaine. Donc c'est extrêmement science humaine, cette histoire-là. C'est très métaphysique. Et nous autres, les neurologues, les scientifiques, on vient... en donnant une explication, mais c'est affreux ça, de donner une explication technique quoi, en disant on appuie, etc. Est-ce qu'on ne va pas briser l'espérance et le rêve? Non, mais c'est pour ça que je ne donnais pas ça ni pour briser quoi que ce soit, parce que après, ce qui est intéressant dans les expériences de mort imminente, enfin intéressant si je puis me dire, c'est malheureux, mais c'est-à-dire que les gens vont ensuite teinter ça d'une émotion, vont teinter ça d'un visage, vont teinter ça d'un souvenir, et bien évidemment, là on serait bien malheureux de pouvoir donner des explications, si ce n'est que même dans les stimulations profondes, on peut également provoquer des sensations, des émotions, voire même des résurgences de souvenirs. L'objectif n'étant pas de donner une explication strictement scientifique, l'objectif étant de dire à ces manifestations-là, il existe aussi des stimulations qui sont capables de les reproduire. Je m'arrête là parce qu'il y a des questions dans le public, mais on pourra en discuter longtemps. Oui, bonjour. Lou Bémon, je suis journaliste à La Croix. J'avais une question sur les techniques scientifiques d'évaluation des états de conscience qui sont menées aujourd'hui par certaines équipes, notamment par le professeur Nakache à la Pitié. Où en sont ces techniques? De quelle manière on peut s'appuyer dessus pour évaluer les états de conscience? Est-ce que ce sont des techniques qui progressent? Voilà, comment vous considérez ces outils? C'est des techniques extraordinaires et qu'il faut promouvoir, la recherche, absolument, pour essayer d'évaluer, de quantifier, oui, l'état de conscience de quelqu'un. Et puis, comme vous disiez, on sait aujourd'hui, grâce à ça, que la conscience, c'est pas juste un endroit, c'est des réseaux, etc. C'est extraordinaire, ça. Bon, quand on est au lit du malade... il faut de l'expérience clinique également, c'est-à-dire l'histoire de M. Lambert, hein, nous autres les réanimateurs, on a vu beaucoup de situations comme M. Lambert. C'est des situations épouvantables, je reprends encore le terme inhumaine parce que finalement ce n'est pas inventé par l'homme, c'est tout à fait artificiel ces situations-là. Et quand on a un recul clinique, on connaît l'évolution de ces personnes, c'est dramatique, mais l'évolution se fait toujours vers le décès dans des situations qui sont assez affreuses finalement parce que le corps se rétrécit, le corps se contracte, les tendons se tendent, on n'arrive plus à le tourner, on n'arrive plus à le laver, les plis inguinaux, axillaires commencent à sentir mauvais parce qu'on n'arrive plus, et donc le corps devient... aux antipodes de ce que la personne a été quand elle était vivante. Bon, très bien, c'est une évolution affreuse, c'est vrai. Est-ce que maintenant, si on explore, et quand l'équipe belge nous a dit « Ah oui, mais les états végétatifs, on sait qu'il reste encore un peu de conscience », ça donne un espoir invraisemblable aux familles. Ça les met dans une situation d'attente, de croyance, d'espérance, qui, à mon avis, n'est pas justifiable. Que ce soit de la recherche, oui, absolument, il faut le faire pour comprendre le mécanisme de fonctionnement de la conscience, c'est fondamental. Mais faisons attention à ce que ça ne passe pas, comme c'est le cas actuellement, et pour d'autres méthodes aussi, ça ne passe pas dans la clinique, à la clinique, en donnant des espoirs absolument infondés et cruels à des familles.
C'est ça la chose. Faisons confiance à la clinique. La clinique, c'est-à-dire l'examen du patient, l'expérience, quelques examens complémentaires, j'en suis bien d'accord, et puis le dialogue avec l'entourage, le dialogue avec les uns et les autres, pour comprendre ce qui se passe. Et on n'a pas forcément besoin de techniques sophistiquées pour savoir s'il y a ou pas état de conscience. Je suis un clinicien, et il y en a d'autres ici dans la salle, il faut qu'on revalorise, pas valorise, qu'on continue à mettre en avant la clinique. Donc bonjour, moi je voudrais une partie témoigner et une partie un petit peu demande. J'ai un de mes petits-fils qui a été opéré du cœur dès la naissance, enfin pas peu de temps après une manipulation. Et là, moi ce que j'ai ressenti en étant en réanimation cardiologique, pédiatrique, c'est justement il n'y a pas cette représentation d'un être. On traitait un enfant au niveau cardiaque, mais comment apporter cette vie potentielle, c'est-à-dire cet enfant. En fin de compte, on était dans un état d'attente parce qu'il n'était pas le seul dans la salle de réanimation. Il y avait à peu près une dizaine d'enfants à ce niveau-là. Et les autres parents, parce que c'était des cas plus graves, c'était en attente. La vie ou la mort était en suspens. Mais ce n'était pas une ambiance d'enfant. Je veux dire, il n'y a pas une petite musique. Moi, j'aurais voulu quelque chose qui représente l'enfant. Comme il y a des photos pour celui qui va mourir ou revenir en vie. Voilà. Comment mettre en place la vie quand il s'agit d'un enfant nouveau-né? Oui, mais... Oui, d'un enfant nouveau-né ou plus âgé ou un adulte. Il faut ce terme de Gazzaniga, de rigidification purement technique qui est une sorte de mort, c'est ça qu'il faut éviter, qu'il faut supprimer dans les services extraordinairement techniques comme celui que j'ai eu l'honneur de diriger pendant longtemps. Moi, je ne peux pas parler pour tous les services, etc. Mais je crois que d'une façon générale, il faut que toutes les équipes soignantes est une sensibilisation, une formation aux sciences humaines, à la réflexion éthique, à la complexité d'une question éthique. C'est des questions extrêmement complexes. Mais des fois, il y a des choses toutes simples à faire. Vous avez raison. Pourquoi on ne met pas un peu de musique dans un service de pédiatrie? Pourquoi il n'y a pas des choses comme ça? Parce que ça correspond à ce que je vous disais. Il faut qu'on entretienne la vie du sujet. C'est indispensable. Parce que les soignants qui travaillent dans ce service-là, si, à la longue, ils se persuadent qu'ils ne travaillent que sur des corps déshabités, ils ne vont pas durer longtemps. Ça va participer peut-être au burn-out aussi. Il faut qu'on maintienne la vie, l'existence, la présence des sujets dans les services de réa. Alors chacun fait comme il veut, on peut mettre de la musique, on peut mettre des photos, mais il faut le faire, c'est indispensable ça. Oui, Marion Muller-Collard, je suis théologienne et membre du CCNE. J'étais très sensible à la fois à la rigueur et à l'humilité en fait de chacune de vos interventions. Et en vous écoutant et en écoutant aussi les réactions dans la salle, je me demande si finalement il ne faudrait pas développer une éthique de l'embarras. Et si ça n'est pas cette éthique-là qui peut garantir la dignité de l'embryon quand on fait de la recherche sur l'embryon, la dignité du fœtus, la dignité du cadavre qui a été un sujet. Et finalement, j'entends une forme d'embarras assumé qui me rassure beaucoup dans vos propos, c'est-à-dire l'embarras qui garantit aussi l'inconnaissable. Et finalement, je serais assez prête à donner mon corps à la science après ma mort, j'entends, à condition que vous le traitiez avec un minimum d'embarras. Voilà. C'est vrai que la question telle que vous la soulevez est intéressante parce qu'elle témoigne aussi d'une évolution. Quand on enseigne en faculté de médecine de nos jours, et on commence à prendre tous un peu d'âge, je suis persuadé que déjà en 20 ans ou 25 ans, cette approche de l'interrogation, du doute, moi je l'appelle un peu différemment, et embarras est un joli mot, n'était pas instillée ou distillée
ni dans les approches pédagogiques, ni dans les institutions. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans dans un CHU de province de qualité comme un autre, la chambre mortuaire n'était que peu interrogée et confinée au service technique. Quand je dis la remédicaliser, ce n'est pas pour la mettre entre les mains des médecins, mais j'ai dit quand on la resocialise, ce que disait Bertrand Lude, quand on accueille des familles, qu'on met des psychologues, qu'on s'interroge avec les architectes dans un projet de reconstruction hospitalier, ça concourt à des nouvelles constructions autour de la notion d'embarras qui fait que là où on était dans la négligence ou dans la porte fermée, on est dans la porte ouverte et les interrogations partagées. Et je pense qu'effectivement, ça ne peut n'en déboucher que des choses meilleures. Voilà. Et en fait, pour moi, le doute est un formidable outil de progrès. Je voudrais rajouter quelque chose à propos du doute. Alors, je suis très sensible à ce que vous dites, madame. Il m'est arrivé une fois d'aller faire cours à Sophia Antipolis, dans l'université de sciences très dures. C'était des astrophysiciens, enfin des gens vraiment des purs et durs scientifiques. Eh bien, figurez-vous que là-bas, je ne sais pas si ça existe encore, mais je pense qu'ils avaient un laboratoire de zététique. Alors la zététique, c'est la science du doute. Ils avaient un laboratoire de zététique. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je voulais t'en parler quand tu étais doyen. C'est le seul laboratoire de zététique de France. Oui, laboratoire de zététique, c'est-à-dire qu'ils enseignent à ces ingénieurs de vraiment haut vol qui vont faire des scanners, des trucs d'irradiation, enfin vous voyez, ils leur enseignent le doute. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le laboratoire était dirigé par Majax, le magicien. Ouais, c'est fantastique. Et donc, c'était un magicien, vous connaissez Majax, peut-être les plus anciens d'entre vous, un magicien tout à fait pertinent et merveilleux, qui montrait comment on pouvait se faire avoir et qu'il fallait douter. Et en médecine, on n'a pas l'enseignement du doute. Enfin, maintenant, un peu plus. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Lude, qui est l'ancien doyen. C'est venu maintenant, le doute. Mais je crois que c'est une dimension en sciences humaines. Il faut enseigner le doute, l'humilité et l'embarras. Je partage tout à fait ce que tu dis. Mais madame, moi je trouve les situations où vraiment on a plus que de l'embarras et du doute, et ceci nous prend, c'est quand nos structures sont mises sous tension, notamment justement dans l'afflux massif de corps. À ce moment-là, tout bascule et là, nous avons un doute, j'allais dire, criant qui s'impose à nous. Et il faut que nous puissions retomber sous nos pieds pour les raisons que j'ai exposées avant. Et là, les collègues qui sont mis qui ont la charge de l'abord technique dans ces situations-là doivent avoir eu une réflexion, notamment sur le doute, parce que là, on est plus loin que l'embarras. Donc là, on a ces aspects-là, alors que ce soit lors d'investigations sur des charniers à l'étranger, que ce soit lors des situations nationales. Je veux dire, c'est important que nous puissions proposer une formation à nos collègues. Sinon, ils risquent effectivement de ne pas pouvoir métaboliser ces éléments-là. Mais même le patient qui est en vie, qui est bien en vie, on est toujours embarrassé d'avoir à manipuler son corps à partir du moment où on pose le stéthoscope, à partir du moment où on fait faire des mouvements. On a toujours cet embarras. Je crois qu'effectivement, il est extrêmement important. Et le jour où on ne ressent plus cet embarras, il faudra peut-être se poser des questions. Bonjour. Alors, vous avez quasiment répondu à mes questions dans l'intervalle. Je voulais en tout cas déjà vous remercier parce que j'ai trouvé que c'était passionnant, les 3 interventions. Je reconnais même très naïvement que je ne faisais pas la différence entre le don des organes et le don du corps. Et j'ai longtemps eu la carte de donneur d'organes. On m'a dit que je pouvais l'enlever parce que maintenant, s'il n'y avait pas d'opposition, on donnait ses organes. Je découvre aujourd'hui qu'en fait, si je veux donner mon corps, il faut faire une démarche. Je l'ignorais complètement et je pense que beaucoup de gens l'ignorent. Deuxième chose, là, ce que vous venez de dire sur le doute, ça me paraît essentiel, puisqu'en fait, je ne vais pas témoigner directement, mais j'ai pas mal de vécu d'accompagnement de personnes en fin de vie, avec des différences énormes en fonction des paroles des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. La parole est fondamentale. Donc je ne vais pas détailler, ce n'est pas le lieu, mais il y a des paroles qui sont criminelles, et je pense aussi bien à le droit de mourir dans la dignité. Je pense que les situations ne pourraient plus être les mêmes aujourd'hui. Je veux dire, des médecins qui étaient prêts à donner des adresses, mais si la personne mettait fin à ses jours, le médecin faisait marche arrière, il y avait des paroles terribles.
Voilà, parce qu'il n'assumait pas d'avoir donné l'adresse. Je pense maintenant, et ça me paraît très important, même pour des choses aussi banales que l'anesthésie, il y a des infirmiers et des anesthésistes qui sont capables de prononcer des paroles sympathiques avant l'anesthésie et d'autres pas. Et ça change tout sur le parcours de la personne qui est anesthésiée. Ça paraît d'une banalité crasse, mais c'est très important. Je pense aussi aux aides-soignants. Et là, je ne sais pas s'il y a des formations pour les aides-soignants à la sortie d'une anesthésie. Certains aides-soignants peuvent secouer une personne en lui disant qu'ils ont envie d'aller manger et qu'il serait temps que la personne se réveille. Donc c'est extrêmement grave et ça existe et c'est vécu. Voilà. Inversement, il y a des médecins qui sont extraordinaires. Il y en a d'ailleurs un qui est présent ici. Voilà, et qui sont capables d'avoir des paroles vraiment très importantes face à des examens qui... Voilà. Et la parole peut complètement modifier le rapport au corps. Je dirais juste pour finir que le fait de dire « où sommes-nous » quand je ne suis plus dans mon corps, c'est essentiel. Parce qu'effectivement, dans ce « nous », il y a la famille, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a les aides-soignants, il y a plein de monde, et peut-être que ces gens devraient se réunir un peu plus, ou en tout cas, ça me paraît essentiel pour qu'il y ait des sujets, et pas seulement le sujet, enfin pas seulement le corps allongé, mais tous ceux qui l'entourent. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour vos interventions. Je crois que, si je puis juste donner un mot là, c'est que, ce que vous dites, madame, il ne faut pas oublier que les soignants sont des humains, tous, et que parmi les humains, eh bien, il y a toute la variété des humains. Donc on peut imaginer tout ce que l'on veut, mais fort heureusement, on est encore soigné par des humains. Avec tous leurs défauts, un jour peut-être on sera soigné par des robots, alors ils seront parfaits. Aujourd'hui on est comme ceci. Bon, ce n'est pas une réponse suffisante, il faut aussi que ces fameux humains soient enseignés, éduqués, mais on aura toujours ces difficultés-là. Donc il faut les repérer, il faut les faire remonter, il faut en discuter, mais on est soigné par des humains. Juste un petit complément de réponse pédagogique, parce que qui sont des témoignages, on en a tous. Moi, j'avais un patron de médecine interne que j'appréciais énormément, le professeur Le Ténégère sur Reims, qui, quand il commençait avec les étudiants, disait il y a deux façons de faire un staff. Il disait dites-nous ce que tu penses de ce patient, ou dites-nous ce que tu penses de cette personne. Il le faisait comme ça. Et puis après, il continuait, il disait on a l'habitude de vous demander les antécédents médicaux, et nous, parlez-nous de l'histoire de la personne. Et on a à s'interroger sur nos rituels aussi pédagogiques. Hein, voilà. Antécédents médicaux, on est dans l'organicité et c'est indispensable de le faire. Il faut quand même rester dans un domaine de compétences important. Mais il rajoutait le deuxième volet. Alors, c'est vrai que les témoignages sont toujours importants parce qu'ils nous rappellent que tout est toujours perfectible. Voilà. Voilà, c'est ce que finalement, on pourrait dire, c'est toujours désagréable d'entendre quelqu'un qui dit il y a des choses qui se passent mal. Non, je pense que c'est toujours bien de le dire parce qu'il y a aussi un renouvellement de génération, chacun arrive, donc il faut continuer à échanger les paroles pour que les choses s'entendent et que, c'est important ce que vous dites, que les institutions l'entendent. Je ne vais pas faire un discours politique là, mais ce que vous dites là renvoie aussi à la question de la temporalité et de l'organisation de notre système de santé. On ne va pas en dire plus. Mais il faut que les demandes du public soient aussi entendues dans l'organisation des institutions. Parce qu'autrement, on n'a plus d'efficacité technique que d'être humain. Voilà. Merci. Jean-Georges Kretz, je voudrais prendre la parole simplement pour donner quelques précisions. Je ne voudrais pas que le public sorte d'ici avec une fausse idée sur la scène du prélèvement multi-organes. Ce n'est pas un théâtre épouvantable. Ça l'a peut-être été, moi qui ai transplanté depuis un certain nombre d'années, on va dire, pour être poli. Au départ, effectivement, c'était un peu la foire d'empoigne, parce que les équipes n'étaient pas nombreuses, n'étaient pas expérimentées, et progressivement, les choses ont évolué. Aujourd'hui, le prélèvement d'organes, c'est pas épouvantable. Bon, j'ai pas été traumatisé, en tout cas, parce que, pour une raison très simple, c'est que quand moi j'allais prélever les organes, c'est qu'il y avait un objectif derrière, et que derrière, il y avait un patient qui attendait un cœur, un foie, un rein, etc. Bon. Donc, dans l'esprit de celui qui prélève, si on faisait que ça, effectivement, ça n'aurait aucun sens. C'est vrai.
Deuxièmement, la protocolisation du prélèvement et le respect de la dignité de la personne ou du corps qu'on prélève, comme on veut, est tout à fait respecté. Il y a un ordre donné qui n'est pas possible de changer pour des raisons médicales. Enfin, je voudrais, pour vous donner une image plus rassurante, je ne sais pas, il ne faut pas rassurer les gens là-dessus, de ce qu'est un prélèvement d'organes, je vous renvoie à l'assez bon film à tirer du bouquin de Marlys de Calendal, Réparer les vivants. Dans ce film, qui est très fidèle au bouquin, puisque j'ai lu le bouquin puis j'ai vu le film après, on voit ce jeune homme qui est victime d'un accident de la route, qui est en mort cérébrale, qui est prélevé, et avant d'arrêter le cœur, c'est-à-dire avant de tout arrêter et de prélever, on lui met des écouteurs sur les oreilles et on lui fait entendre, parce c'était un fan de surf, on lui fait entendre le bruit de la mer qu'il adorait entendre. Donc ça, c'est pour vous dire jusqu'où on peut aller dans ce sens-là. Et puis je voudrais ajouter quelque chose d'autre sur l'état de conscience et d'éveil. Comme chirurgien, j'ai bien entendu côtoyer beaucoup de gens qui étaient en état de conscience variable, ne serait-ce que parce qu'ils étaient endormis et qu'on les réveille après, évidemment. Enfin, on espère. Les malades disent une chose qui est très vraie, c'est que lorsqu'ils sont dans l'état intermédiaire entre l'inconscience totale et l'émergence de la conscience, là se joue quelque chose. Tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils entendent, tout ce qu'ils entendent, ils pensent que ça se rapporte à eux. Et ce qui est souvent faux d'ailleurs, parce que les gens, justement, c'est pour ça qu'il faut faire l'éducation des personnels médicaux et paramédicaux, pour que ce qui est dit dans un box de réanimation concerne le patient, soit dit avec respect, et qu'il n'y ait aucun dérapage. Parce qu'ils enregistrent ça et ils s'en rappellent. Et quand on a parlé du malade d'à côté qui va très mal, ils se réveillent dans un état de panique absolue parce qu'ils pensent qu'on parlait d'eux. Et ils n'ont pas la faculté de faire la distinction. Voilà ce que je voulais dire. Merci de dédramatiser le prélèvement d'organes. J'étais peut-être un peu violent avec ça. Mais pour ce que tu dis là sur parler dans une chambre, c'est tout à fait vrai en réa. Dans l'histoire que tout le monde connaît, donc Une larme m'a sauvé, il y a des choses qui étaient dites effectivement à côté de la dame qui ne la concernaient pas. Les gens parlaient d'autre chose. Et effectivement, dans ces situations-là, on pense que puisqu'on est dans notre chambre, n'oublions pas que la chambre, c'est la chambre de la personne. C'est chez elle, quasiment. Quand on est à l'hôpital, la chambre, c'est chez nous. Quand on est dans notre chambre à nous, eh bien, on parle de nous. Et donc, il faut faire attention à ça. Donc, il y a toute une prudence à avoir, une prudence. C'est aristotélicien comme notion, une prudence quand on est auprès de personnes, que ce soit en éveil ou en conscience minimale ou en conscience intermédiaire. Quand les gens sont parfaitement conscients, on ne dit pas n'importe quoi dans la chambre. Ne disons pas n'importe quoi quand la conscience est intermédiaire. Je voulais me permettre d'intervenir pour en remettre une couche et souligner ce que dit M. Hasselmann. Je suis Michèle Hubéral et j'ai été cadre à ses côtés pendant quasi toute ma carrière. Je voulais simplement dire que l'humilité est à la base et que ces bonnes attitudes ne vont pas de soi. Et ne vont pas de soi, mais pour personne. Pour la nouvelle aide-soignante comme pour le chef de service. Pas m'en vouloir. Mais nous apprenons au quotidien, nous avons appris au quotidien, parce que nous sommes retraités chacun les deux, à nous regarder faire. Moi, j'avais comme attitude, et je l'enseignais par compagnonnage, je crois beaucoup au compagnonnage, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on n'a plus le temps de faire, que les cadres n'ont plus le temps de faire. Et je le dis, c'est peut-être politique, les cadres sont derrière leur planning maintenant. Les temps de chevauchement sont réduits, donc les temps de conversation collégiale ne peuvent matériellement plus exister ou nous sont même reprochés. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais pour dire que nous enseignons, et j'espère que les gens qui me succèdent continuent à le faire, à nous regarder faire, comme l'hôtesse de l'air vérifie son vis-à-vis. Quand on entend dans les avions « vérifiez votre vis-à-vis », là c'est pareil.
on s'observe, on se corrige, mais de façon très conviviale, sans accusation, sans jugement. Des anciennes infirmières m'envoyaient des plus jeunes, mais des plus jeunes me signalaient des dérives d'anciennes, voilà, limite burn-out, fatiguées, éreintées, rappelées trop souvent de la maison. Et donc nous nous corrigeons les uns les autres. L'histoire de la musique, c'est pour ça que je voulais intervenir après madame qui parlait de chez les enfants. J'ai aucune expérience des enfants, mais l'histoire d'introduire de la musique, je dirais que nous, petits soignants modestes, nous avons été peut-être précurseurs et nous avons anticipé par rapport à même une autorisation médicale. L'histoire d'afficher les photos et les images au mur, je me souviens de conversations où ça a même pu être remis en cause ou questionné. C'est-à-dire que M. Hasselmann lui-même me disait « mais pourquoi est-ce que c'est autorisé? À qui ça s'adresse ?» Et il m'a fait réfléchir là-dessus. Eh bien, on a cheminé tous les deux et c'est devenu quelque chose d'admis et parce que c'est un soutien. Moi, ça a été simplement matérialisé, quelque chose que j'enseignais toujours aux nouveaux, parce qu'on faisait, enfin j'espère qu'on fait encore, des accompagnements des nouveaux sur plusieurs jours, voire semaines, progressifs. Et là-dedans, ma part était de distiller la chose suivante, parce qu'il faut bien faire intervenir de l'imaginaire aussi pour faire rendre à la personne sa valeur de sujet. C'est, je disais aux nouveaux, imaginez-vous cette personne debout, verticale, parce qu'un biais énorme, c'est pas seulement la technicité, les appareils qui sont branchés, mais c'est aussi l'horizontalité, le fait que la personne soit couchée. Et j'ouvre une petite parenthèse, mais dans notre service, on a toujours eu comme priorité très tôt, et je remercie aussi un autre médecin senior de l'unité, qui a été de pousser et d'obliger à verticaliser et à asseoir au fauteuil le plus rapidement possible les personnes qui commençaient à pouvoir techniquement être assises au fauteuil. Mais pour dire que cette horizontalité, c'est ça qui fait un grand biais. Et je disais toujours, imaginez-vous cette personne d'abord habillée, civile, et pas en chemise d'hôpital que maintenant en plus on fleurit de façon ridicule. Imaginez-vous debout, un attaché-caisse en main, un sac de commission en main, en train de dialoguer avec son banquier, avec un parent d'élève, voilà. Donc, oui, je ne continue pas, mais c'est pour dire que concrètement, c'est un mûrissement perpétuel et à perpétuellement recommencer en équipe. Oui, Bernard Berthier, j'ai une question qui, dans le fond, prolonge d'une certaine manière le commentaire qui vient d'être fait. La question de la table ronde, c'est « Où suis-je quand je ne suis plus dans mon corps ?» Et j'ai été frappé dans vos 3 présentations que la réponse que vous donniez, c'était « Je suis dans l'esprit de mes proches ». Les images que l'on place au bout du lit, en fond, ne sont pas pour le patient qui ne comprend rien, c'est pour le proche. Quand il y a autopsie, la question de l'attente des proches est très importante. Donc, c'est comme si, d'une certaine manière, le patient ou la personne décédée n'existait plus que dans l'esprit de son entourage. Mais en même temps, on parle tout le temps de respect et de dignité. Alors, quand une personne est là, la respecter sa dignité, on voit c'est pas toujours facile de dire exactement de quoi il retourne, mais on voit assez bien. Il s'agit de la traiter humainement, de ne pas l'instrumentaliser, de ne pas la traiter de manière dégradante. Mais quand la personne n'existe plus que dans l'esprit de ses proches, qu'il faut l'imaginer pour pouvoir lui donner un statut, ça veut dire quoi encore respecter la personne dans ce genre de situation-là? Je trouve que ça paraît aller de soi. On va respecter les cadavres, on va respecter les personnes. On a tous intuitivement une idée de ce que ça veut dire. Mais quand on creuse, on se dit, mais qu'est-ce qu'on respecte réellement? J'aimerais juste avoir votre avis sur la question. Bernard, la problématique du philosophe, c'est qu'il nous oblige à aller sur un chemin qu'on voulait éviter. C'est-à-dire que les réponses qu'on a pu apporter, les médecins sont des grands pragmatiques. J'ai commencé mon exposé en disant c'est une des certitudes selon laquelle on est sûr que l'individu existe à travers ses proches. Nous en sommes assez tous convaincus. L'autre question que tu poses, c'est finalement, existe-t-il ailleurs ou continue à avoir une autre forme d'existence?
moi, j'ai relu il y a quelques jours un rapport du Conseil d'État de 10 juillet 93 qui disait « Le respect de la personne ne cesse pas de s'appliquer après la mort ». Voilà, c'est une formule, mais quand on la décortique, elle pose la question. C'est-à-dire qu'après la mort, on dit qu'il n'y a plus de personne et on dit que le respect de la personne. Voilà. Moi, je pense qu'il faut relire Axel Honneth sur les travaux de la reconnaissance et qui, pour répondre à tes questions, je file peut-être la métaphore, hein, je ne sais pas, invoque l'amour. Et dit que l'amour est donc dans une forme d'immatérialité et que la personne, donc, à travers la dimension amoureuse, s'incarne, y compris après la mort. Et que donc, je pense que quand on respecte quelque chose qui est un sentiment, c'est une forme de réponse à ta question-là. Je pense qu'on a, je ne sais pas si c'est un droit, un devoir ou une dimension anthropologique, mais la nécessité de respecter un sentiment, voire un engagement. Donc finalement, je pense qu'on se décache complètement de la question du corps mort ou de la personne dans son organicité pour être dans la pure spiritualité. Et là, j'y fais une réponse qui irait bien même avec un cadre laïque, parce que j'évoque l'amour, bon, mais ça pourrait très bien aller dans un cadre religieux. Donc moi, je pense qu'anthropologiquement parlant, c'est de cela quand on parle du respect de la dignité de la personne avec la mort. C'est le respect de ce qu'elle a donné, de ce qu'elle nous a apporté. Et on sait qu'on parlait des traces mémorielles du souvenir. Le souvenir nous fait vivre. Donc il y a peut-être une réponse égoïste à ta question. Égoïste au sens noble du terme. Le respect de celui qui n'est plus, peut-être qu'on le respecte parce que nous-mêmes, nous en avons besoin. Je ne sais pas, ça m'évoque ces pistes-là. Et là, juste un petit complément, c'est-à-dire qu'on parle souvent du souvenir chez les autres. Alors on a quelque chose, on a l'impression que c'est immatériel, que c'est éthéré, et finalement, bon, peut-être que ça n'existe pas, mais pour un individu, moi-même je m'occupe de monsieur Tartampion, que je ne connais pas, qui est dans un état de mort cérébrale. Le souvenir de cette personne va s'inscrire matériellement en moi. Et les relations que je vais avoir en sortant du service, avec mes enfants, avec ma famille, je vais les transmettre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas simplement dans quelque chose d'éthéré et d'immatériel, on est dans une filiation qui est tout ce qu'il y a plus de matériel et physico-chimique, mais qui s'inscrit dans le souvenir. Et effectivement, ça, parfois, on a tendance à l'oublier parce qu'on est là, on a une idée romantique de la chose, de se dire, ben voilà, c'est le souvenir dans les autres. Mais en fait, ce souvenir-là, il correspond à quelque chose de concret, de réel et de matériel. Et c'est pour ça qu'il est important de le cultiver. Un petit complément qui me vient comme ça, c'est que dans ce que je dis, je ne dis pas que les soignants autour de la personne ne voient plus la dignité. Je dis que si il advenait que précisément par la sédation, etc., on ait perdu le sujet, l'esprit, alors ça se répercuterait peut-être bien sûr sur le patient, mais aussi sur le soignant lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner quelqu'un si on ne conserve pas l'unicité du sujet. C'est pas possible. C'est ça que je voulais dire, je l'ai peut-être dit de travers, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour maintenir l'unicité du sujet, de la personne, et pas de cette dichotomie qui a été dite par philosophes plus anciens, la séparation du corps et de l'esprit. Il faut que ça reste comme ça. Et faisons attention à toutes les situations qui pourraient couper le corps et l'esprit. C'est ça que je voulais dire. Dernière question. Oui, alors bonjour, moi c'est Sabine Fritz. Alors en fait, c'est pas une question, c'est un témoignage. Et en fait, je suis infirmière, jeune infirmière, ça fait 6 ans que je suis infirmière. Et je voulais parler de mon expérience aux soins intensifs neurovasculaires, où on a affaire à des familles, à des patients qui sont en état de conscience altérée. Et en fait, je voulais aussi rebondir sur madame et sur peut-être l'inquiétude de certains proches et familles par rapport à l'attitude des soignants par rapport à leur famille, à leurs proches. Donc en fait, nous, on nous enseigne dans les écoles d'infirmières à être bienveillants envers nos patients, à faire comme si ils étaient en bonne santé, vivants, comme si... c'est pas des êtres, c'est pas juste des corps. Donc vraiment, on fait attention à eux. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça qu'on l'a pratiqué en neurovasculaire. J'entendais une dame qui parlait de son expérience avec son petit-fils et qui aurait voulu avoir de la musique. Moi, je me suis occupée d'une dame qui était aussi en fin de vie. Quand je m'occupais de sa toilette, je mettais la musique, je lui parlais, comme si elle était là. Voilà.
Et donc c'était vraiment pour rassurer le public. Peut-être certains soignants ont des gestes qu'il ne faut pas, des mots qu'il ne faut pas. Mais la plupart d'entre nous, on fait vraiment attention à nos patients. Et la relève est là aussi, parce qu'on fait attention à nos étudiants et on leur transmet, enfin on essaye de leur transmettre les bonnes pratiques. Voilà. Merci. Je voudrais... à la fin d'une carrière de médecin et d'enseignant, on se pose toujours la question, est-ce que j'ai bien enseigné ? Et quelque chose m'est souvent venu au travers du diagnostic prénatal, où c'est un endroit où non seulement on accompagne des morts, mais on provoque des morts à la demande des parents parce que l'enfant est mal formé. Et j'ai souvent entendu des remarques de mères portant un enfant mal formé nous dire au moment où elle le découvrait dans une détresse inouïe, « enlevez-moi ça et vite », considérant que c'était une catastrophe absolue que de porter un enfant handicapé. Et j'ai habitué mes équipes à leur dire « vous ne pouvez pas laisser une maman parler d'un ça. Votre rôle de soignant, c'est de lui restituer sa posture d'enfant et sa posture de personne dans la filiation. » Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'on déclenche des larmes immédiates. C'est-à-dire que c'est un enfant auquel tout le monde tient, mais qui est trop malade pour qu'on puisse le soigner. Cette manière de formuler les choses permet d'accéder non pas à un geste de haine, mais à un geste d'amour. Et il me semble bien qu'il y a une voie intéressante qu'on nous a interdit dans nos études de médecine. On nous a dit « compassion, oui, mais ne vous mettez pas à la place de l'autre ». Eh bien, moi, je dis aux étudiants en médecine, aux étudiants infirmières, sages-femmes, bien si, soignez tout le monde comme si c'était votre propre fille, votre propre mère, votre propre père. Et je dois dire que quand quelqu'un de ma famille est dans les mains d'un médecin qui est capable de parler de cette personne qui est de ma famille comme si c'était de la sienne, je suis un tout petit peu rassuré. Est-ce que ce n'est pas une voie intéressante que de changer de dialectique et de dire ben si, tu peux quand même être médecin si tu es là en train de considérer que c'est ta propre famille? Oui, moi je rajouterais quelque chose à ce que dit Israël Nizan, c'est que, enfin, à titre personnel, je suis très, comment dire, heureux d'avoir fait ce métier déjà, et je vois l'avenir de façon radieuse, si je puis dire. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ce métier, que ce soit des aides-soignantes, des ASH, des médecins, etc., je crois que c'est vraiment un métier où il y a de l'humanisme, de l'humanité et tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Le seul point où on peut être pessimiste, c'est les moyens qui sont donnés pour exercer. Et là, la société civile, la nôtre, ici présente, les autres, on a aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire dans l'organisation, la structuration, le financement, etc., des établissements, et essayer de faire en sorte qu'un établissement hospitalier ne soit pas considéré comme une entreprise qui doit faire des bénéfices, rentrer de l'argent, etc. Et c'est là plutôt que ça coince et que ça coincera. Mais ce n'est pas les personnels, sauf si, à la longue, à force de tordre le cou du point de vue financier, eh bien, les soignants vont perdre le plaisir de soigner, qui est une dimension considérable. Et la perte du plaisir de soigner, c'est l'entrée à coup sûr dans le burn-out. Donc notre société, certes, on peut réfléchir comme ici sur les valeurs qui sont les nôtres, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté structure, organisation, et ça, c'est aussi à nous de le faire. Je crois que c'est important. La formation, et nous devons nous attacher, je veux dire, notamment en médecine, mais c'est vrai pour tous les professionnels de santé, justement par réintroduire une part de compagnonnage quand elle est possible, et c'est fait sous différents aspects par des petits groupes, mais ça nécessite quand même d'avoir les personnes disponibles pour ce compagnonnage. Donc je rejoins tout à fait ce que dit Michel dans cette approche où nous devons être quand même assez nombreux pour pouvoir assurer ce compagnonnage par rapport aux jeunes collègues. Grégoire ?
Israël, il y a la dimension, on dirait, éthique de la relation que tu poses sur la question de l'altérité. Moi, j'y souscris totalement. C'est-à-dire que cette question de la juste distance qui a pu être prônée par des manuels, d'ailleurs très souvent anglo-saxons, peut instaurer non pas une juste distance, mais un grand éloignement. Donc c'est effectivement cette idée selon laquelle on ne serait plus un bon professionnel parce qu'on ferait trop preuve d'empathie. Je préfère un excès qu'un défaut d'empathie. Et puis deuxièmement, je pense qu'en cette question, moi qui suis un grand défenseur de la question d'idée droit des patients, se mettre à la place de l'autre, c'est aussi se demander ce que l'on doit lui dire. Et je garde le côté droit des patients. Parce que pour rejoindre notre sujet de fin de vie, je reprends notre expérience de chambre mortuaire, nous voyons encore trop souvent de familles qui nous disent on n'a pas appelé l'aumônier, on n'a pas appelé le rabbin, on n'a pas appelé la personne qui l'aurait souhaité. C'est-à-dire que c'est presque, il demeure encore quelques manquements qui, au-delà de la question de la relation, sont pour moi des droits fondamentaux. Voilà. Et donc, pour rester dans le sujet de la table ronde, la préparation de sa mort est un temps de la démarche du soin. Et ça aussi, il faut le réenseigner parce que il y a des règles aussi sur la préparation, il y a des règles, il y a des cases à cocher aussi. C'est un peu réducteur de finir une table éthique sur des cases à cocher, mais je suis attaché moi aussi à cette forme de rigueur. Donc dire à des professionnels de santé, vous avez ça et ça à faire quand vous avez un patient en fin de vie, c'est important, sinon on a des arrivées en chambre mortuaire qui sont, je dis, dramatiques. Il me reste à vous remercier pour la grande qualité de ce débat et une toute petite dédicace à la terminale ST2S Jeanne d'Arc de Thonon-les-Bains qui nous suit depuis le début. Bonjour. Et on pensera à vous pour le bac de philo. On se retrouve à 14h pour poursuivre les débats.